Peut-être avez-vous le même pressentiment que moi, mais j'ai de plus en plus l'impression que nous allons dans le mur. Nous, le monde, la civilisation occidentale, ou le monde. Et il n'y a pas de jour qu'on n'apprenne pas que des pans entiers de l'édifice social que nous avons construit pendant des siècles se détachent et croulent dans le précipice. Il n'y a pas de jour qu'on apprenne que l'édifice culturel que nous avons édifié est en train de se déglinguer complètement. Je me demande, les jeunes d'aujourd'hui, à quoi ils peuvent bien croire, à part eux-mêmes. Seulement c'est la conquête la plus difficile qui soit, l'être mystérieux que nous sommes. Mais on ne peut plus croire au lendemain qui chante. On pouvait encore le faire il y a 40 ans. À sortir de la guerre, on pouvait. On croyait alors, dur comme fer, qu'il y avait une possibilité de donner sa vie, de consacrer ses efforts pour une société plus juste. Vous connaissez le laïus. On ne peut plus aujourd'hui. On sait que ce sera toujours quelque chose où il faudra sans arrêt corriger les défauts. Il n'y aura jamais cette espèce d'état définitif, stable. Croire les religions, en tout cas les religions traditionnelles, on le voit particulièrement aujourd'hui, c'est terminé. Peut-être qu'on comprendra à la fin du cours, dans quelques années, la raison d'être. On voit qu'une chose, c'est que ce qui marchait avant, on peut prendre dans n'importe quel secteur. Ça ne marche plus. Évidemment, ce pessimisme peut être tempéré de deux manières. C'est une vision pessimiste, je crois, quand on fait des sondages, il paraît qu'on en a fait, les gens sont encore assez confiants sur le fait qu'il y aura une reprise, mais ils savent que cette reprise ne résoudra pas le fond du problème, ça ne résoudra pas le chômage. Pourtant, on l'attend, la reprise, mais non, mais c'est structurel. On peut tempérer de deux manières cette vision un peu pessimiste, qui est largement partagée. Par le fait de dire, ça vient du fait simplement que maintenant on connaît les malheurs du monde, on les connaît dans l'instant même, dans le jour même. Avant, il y en avait peut-être pire, quand il y avait des pestes et des choléras qui envahissaient même l'Europe à la fin de la guerre de 14. C'est pas vieux, hein, il y a peut-être encore des ancêtres. L'Europe a été décimée par la grippe espagnole, pire que le sida, pire que tout ce qu'on voudrait imaginer. Il y avait des peuples qui embroyaient d'autres, qui les massacraient, mais on ne le savait pas. Alors peut-être ce pessimisme ambiant vient du fait que nous sommes au courant des malheurs du monde, des accidents, des avions qui tombent du ciel, le jour même, peut-être. Alors évidemment, ça a un effet rétroactif, c'est-à-dire ça charge en pessimisme la vision du monde. Il y a une deuxième raison qui tempère ce que je vous ai dit. C'est que je pense, oui, vraiment, que nous allons dans le mur. Nous allons vers la grande tribulation. Mais il y a des indices dans les textes prophétiques, dans les textes sacrés, dans les écritures mystérieuses, dans les textes inspirés, j'aimerais mieux dire, d'Orient et d'Occident, qui laissent entrevoir que, au terme de cette grande tribulation, où tout sera remis en question, tout sera basculé, tout bousculé, on entre dans un dernier âge. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. La fin du monde, non pas au sens habituel du terme, le cataclysme définitif, mais la fin de l'ancien monde, qu'on entre dans une nouvelle ère. Je le pense, et vous en donnerai quelques indices à la fin du cours. À la fin du cours, pas aujourd'hui. Lorsque nous aurons terminé notre cycle, vous verrez que c'est bel et bien, c'est inscrit dans l'histoire contemporaine du peuple juif, qui ne finit pas à la mort, mis au tombeau, mais qui tout à coup sort un nouvel être. Et ça, c'est prophétique. Le peuple juif, il faut le traiter avec beaucoup de prudence. Ce n'est pas un peuple ordinaire. C'est un peuple avec lequel Dieu écrit quelque chose. Encore faut-il savoir le lire. Mais je reviens à ce que je disais. Il semble bien que nous entrions dans la grande tribulation, à tous les niveaux, sociologiques, les cas sociaux, dans nos sociétés protégées. Avant, la société nous protégeait, non seulement elle nous aimait, mais elle nous attendait. À la fin des études, on était accueillis bras ouverts, c'est-à-dire qu'on était attendu dans le poste qu'on choisissait en fonction
c'est fantaisie du jour. Vos parents, vous pouvez les questionner. Ils ont choisi leur métier sans aucune contrainte de savoir s'il y avait du chômage ou pas. Il n'y en avait pas de chômage, absolument pas. Il n'y en avait pas un chômeur, il y avait le contraire. On manquait de bras. Il fallait les faire venir de plus en plus de cercles concentriques autour de la Suisse, de plus en plus larges. Aujourd'hui, c'est pas possible. La société ne peut plus garantir. C'est la faute à qui? À personne, bien sûr. Mais il faut quand même que je vous montre certains indices parce que il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre. Ce qui me paraît particulièrement inquiétant, ce n'est pas seulement les indices économiques, ils le sont. Je ne suis pas assez compétent pour savoir si cet rééquilibrage entre le nord et le sud ne va pas nous faire basculer tous ensemble. À force de délocaliser, à force de... Maintenant, les échanges peuvent se faire à l'échelle planétaire. Est-ce que c'est vraiment pour nous? Je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent pour savoir ça. Mais par contre, ce que je vois, et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. C'est-à-dire, ce qui me paraît beaucoup plus grave alors, c'est la culture, l'art et la philosophie. Prenons d'abord l'art. Je suis vraiment effrayé si j'étais susceptible de l'être, mais je ne le suis pas, je suis devenu serein, malgré toutes les circonstances qui pénalisent cette attitude. Mais je suis quand même étonné de voir où on en est arrivé. Je vais prendre quelques exemples. Prenons par exemple la musique. Peut-être il y a parmi vous des mélomanes. Un mélomane, c'est quelqu'un qui aime la musique, comme le nom l'indique, mais qui reconnaît la phrase musicale comme étant dépositrice d'une certaine vérité. C'est-à-dire, vous avez certainement déjà fait cette expérience, même quand c'est la première fois qu'on l'entend, la musique qui nous paraît belle, celle avec laquelle tout à coup on entre en communion, nous paraît juste. C'est-à-dire, il y a une sorte de vérité, un sens, une logique interne, qui est l'évidence même. Et c'est ce qui fait qu'on la trouve belle. Je me souviens d'avoir des expériences assez étonnantes où on m'a fait écouter, la première fois qu'on m'a fait écouter du Karl Orff, j'ai tout de suite, alors je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, je n'avais jamais entendu ce type de musique, je dis, voilà, ça je m'y reconnais. Maintenant, la musique contemporaine, ça c'est la musique moderne, hein, mais la musique contemporaine, je suis peut-être pas très compétent, mais d'après ce qu'on m'en dit, on désorganise la logique interne, c'est-à-dire que on fait en sorte qu'il n'y ait plus cette sorte de reconnaissance où on avait l'impression que c'était un langage qu'on n'avait pas besoin d'apprendre, qu'on reconnaissait. Le mot « reconnaît » est très important parce qu'il a été utilisé par Plotin au 1er siècle après Jésus-Christ pour décrire justement la perception du beau. Le beau, c'est ce qui se reconnaît au premier coup d'œil. C'est contradictoire parce que je ne peux pas reconnaître au premier coup d'œil. Mais oui, mais non pas que j'ai déjà vu, mais parce que je reconnais quelque chose qui est du pays natal. Nous ferons le cours d'esthétique et on essaiera de le comprendre. Le comprendre, d'en voir l'intelligibilité de ce processus. C'est très original, c'est très étonnant. Mais c'est vrai, la beauté se reconnaît. Elle n'a pas besoin de démonstration, du reste on peut s'épuiser à des démonstrations, ça ne sert à rien. Mais la musique contemporaine, est-ce qu'elle se reconnaît? Je pose la question à plus compétent que moi. En tout cas, la peinture, là je suis déjà un peu plus compétent, ne se reconnaît pas. Je vous donne un exemple. Je le prends parce qu'il est tout récent, parce que c'est de la peinture officielle, c'est de la grande peinture, ça a paru la semaine passée, alors c'est uniquement, je pourrais prendre n'importe quel autre exemple. Voici un peintre important, c'est Pierre Chevalet, il y a 30 ans qu'il est connu à Paris, ici, disons, il est dans la ligne de la peinture traditionnelle européenne, c'est pas une peinture marginale. La dernière fois, on avait parlé de la bande dessinée. Non, c'est la peinture. Peinture qui vient de l'impressionnisme, du cubisme et qui arrive jusqu'à nous. Après 30 ans de recherche, comme on dit beaucoup, il fait des carrés noirs. Noirs. Je me demande ce qu'un carré noir peut bien signifier. D'abord, le carré, il est inexpressif, on le verra aussi
une esthétique. Le carré, il n'y a pas de rythme dans un carré, c'est A sur A, si vous voulez. Si j'en mets plusieurs, ça peut faire un damier, ça peut faire un rythme. Mais si je vous donne un carré, c'est pour ça que les formes en carré sont l'inexpressivité. On dit une tête carrée de la part de quelqu'un qui est bouché. La pyramide, c'est laid, c'est beau quand c'est grand. Mais en fait, c'est laid parce que c'est sur un carré, la tour Eiffel. C'est une laideur affligeante. Quand elle est petite, il n'y a qu'à voir. Quand elle est grande, c'est impressionnant. Mais c'est pour une autre raison. Alors on verra aussi le beau de la dimension. Sitôt que la matière est développée d'une manière extrêmement importante, quelle qu'elle soit, elle devient belle. C'est-à-dire, elle est impressionnante, si vous voulez. Belle, peut-être pas le mot. D'abord, le carré. Ensuite, noir. Je vous avais déjà parlé d'un peintre américain qui vend des toiles blanches. 30 000 francs suisses, puisque Claude Berry en a acheté une. Noir. Bon, il fallait bien que quelqu'un fasse du noir, peut-être qu'un jour quelqu'un fera du rouge. Encore que le rouge, on peut encore travailler, parce qu'il y a différents rouges, mais là c'est noir. Alors vous me direz, oui, pourquoi pas? Oui, mais je vais vous montrer pourquoi nous organisons le chaos. C'est-à-dire, maintenant c'est fichu, on ne peut plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que la critique est obligée d'emboîter le pas. Ce n'est pas tellement Pierre Chevalet qui m'inquiète, c'est le fait de ce couple qui est le peintre et le critique. Le critique, en l'occurrence, c'est Françoise Jaunet. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une femme que j'ai eu l'occasion de rencontrer, très intelligente, très sensible, vraiment très cultivée, qui est vraiment une bonne critique. C'est qui tout double. Ou bien elle dit, on est en impasse, on ne va pas s'extasier devant un tableau noir, un carré noir, parce que vraiment, ayons un peu de bon sens par rapport à la peinture traditionnelle, même moderne, qui va jusqu'au cubisme. Il y avait quand même un langage, mais on ne peut pas faire parler. En tout cas, moi, ça ne me parle pas, un carré noir. Ou bien, elle dit, j'y comprends rien, alors on lui dit, écoutez, faites autre chose. Vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes plus dans la course, il vous faut changer de métier. Ou bien elle essaye de comprendre, donc elle va donner une explication. Alors, dans sa belle lumière zénithale, je vous laisse traduire, qui rend lisibles toutes les subtilités des noirs et met en relief toutes les nuances du mat et du brillant. Qui c'est? C'est Coluche qui avait dit blanc, c'est blanc. Plus blanc que blanc, je me méfie. Alors, noir, c'est noir. Plus noir que noir, je me méfie. Continuons. Relief toutes les nuances du mat et du brillant, du sourd et du moelleux, du calme et de l'agité, le musée Yaniche de Vevey, qui reçoit donc 30 ans de peinture au carré. C'est un exemple, mais je crois qu'on va dans le mur avec ce... vous voulez faire quoi maintenant? Si quelqu'un fait du figuratif, la belle peinture traditionnelle, on dira passéiste, il est ringard, c'est dépassé, c'est plus possible, alors vous n'êtes pas reconnu. Petit exemple très modeste, lorsque j'ai fait ma modeste exposition, qui n'était pas de l'art, c'était de l'artisanat, je le reconnais. Mais vous ne savez pas ce que les critiques m'ont dit, les critiques officielles, pas les amis qui ont eu la gentillesse de me consoler, de m'approuver, enfin de m'encourager. Mais un critique a dit, j'en reviens pas encore aujourd'hui, mais c'est curieux parce qu'on voit tous les doigts. J'aurais bien voulu en enlever quelques-uns, mais je me demande ce qu'il y a de criminel à ce qu'on met des doigts. Du moment que l'être humain a des doigts, et puis on peut faire des rythmes avec les doigts. On peut faire, en tout cas moi, c'est ce que j'essayais de faire. Un doigt est expressif, c'est quelque chose. C'est plus des doigts, pour moi ce n'était pas des doigts, c'était des rythmes, un peu comme des rythmes en musique, je ne sais pas. Alors, ce dégoût qu'il avait, parce que alors, vraiment, il était très méprisant. C'était banal, c'était bête, parce qu'on voyait tous les doigts. Fermons la parenthèse, je suis d'accord, il aurait pu dire autre chose, pas du tout simplement, c'est de l'artisanat, c'est pas Mayol, c'est pas Rodin, auquel on m'avait comparé pour mon humiliation, parce que je n'aime pas Rodin, mais fermons la parenthèse, pas. Revenons à nos moutons. Ce qui m'inquiète, c'est que la culture, pas seulement l'économie, la politique, et est-ce que c'est pas elle, je pense qu'elle est le reflet. Elle reflète notre époque complètement désorganisée, pas seulement désorganisée, mais qui organise le chaos. Parce que là, ils sont de connivence, les deux, mais ni l'un ni l'autre n'est coupable. Mais
On ne peut plus faire autrement maintenant. Engagé comme on est, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas. Parce qu'on dira, alors vous êtes plus de votre époque, vous n'avez pas pris le train, l'histoire avance, et puis vous êtes resté sur le quai de la gare. Bon, d'accord, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la philosophie. Parce que la philosophie, c'est la science reine. Elle est au-dessus même de l'art. C'est-à-dire qu'elle est la science suprême. J'en parlerai dans le deuxième cours aujourd'hui, donc dans la deuxième partie, et je vous montrerai que la philosophie mène le monde. Alors elle est coupable. C'est-à-dire que l'art, la peinture, la musique, la sculpture, me revient encore un exemple. Dernièrement, il y a eu à Bâle la sculpture contemporaine. Et il y a eu des sacs de jute, 6 sacs de jute alignés contre un mur, avec des cailloux dans l'un, des ferrailles dans l'autre, pas des pommes de terre parce que ça aurait pourri, enfin, de différentes grandeurs, et c'était une œuvre d'art. Je me disais, mais si Mayol revenait, même Rodin, ouais, les grands sculpteurs, on dirait, voilà, ça c'est notre art. On dirait, vous êtes devenus fous. Je dis, oui, oui, absolument, on est devenus fous. On est devenus fous. Parce que le type qui a le musée, il ne peut pas refuser. Parce qu'on dit, mais écoutez, c'est ça l'art contemporain. Alors vous n'êtes pas dans le coup, alors démissionnez. Je reprends la philosophie. La philosophie, c'est beaucoup plus grave parce qu'elle n'est pas le reflet de l'époque. Elle est le guide de l'époque. C'est Condorcet, je crois, qui disait « Une société qui n'est pas éclairée par les philosophes est trompée par les charlatans ». Ce que je vais vous montrer dans la deuxième partie, c'est que la philosophie, maintenant, elle est faite par des charlatans. C'est grave ce que je dis. J'espère que vous le considérez comme grave. Que moi, philosophe amateur, au bon sens du terme amateur, je taxe la philosophie officielle, celle qui s'enseigne dans les universités, la philosophie d'aujourd'hui, contemporaine, comme étant une œuvre de charlatan. Vous pourriez dire, soyons modestes, c'est pas parce qu'ils ne pensent pas comme vous qu'il faut les traiter de charlatans. Mais non. J'aimerais beaucoup qu'ils ne pensent pas comme moi. Ça me rassurerait. J'aurais un dialogue peut-être possible. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'ils ne pensent pas. Ils organisent le chaos de propos délibérés, eux. Là, ce n'est pas leur faute. La brave François Jaunin et puis le brave Pierre Chevalet, parfois ils sont le couple qui s'entraîne l'un l'autre et puis ils sombrent. Mais je vais vous montrer un exemple. C'est pendant ces derniers mois que j'ai eu cette révélation, je n'aurais jamais imaginé, même dans les pires cauchemars, qu'on en soit arrivé là. Je l'avais vu en art, qu'on commençait un peu à organiser le chaos, mais pas en philosophie. J'y croyais encore qu'il y avait une pensée qui s'organisait. Elle est faite pour abolir toute intelligibilité. De même qu'on m'a reproché de faire tous les doigts, si un philosophe moderne, et je connais des noms, des professeurs qui enseignent actuellement à Genève, une bonne université d'aujourd'hui, un professeur que j'ai connu quand il était jeune, et qui est maintenant un ponte, s'il venait ici, vous savez ce qu'il nous reprocherait, vous reprocherait de m'écouter? C'est qu'on comprend ce que je dis. Vous direz, mais c'est de la folie, c'est pas ce qu'il va vous reprocher. On pourrait penser qu'il me reproche de dire des choses qui ne sont pas justes, peut-être de ne pas être assez profond. Non, non, c'est pas ça. Il me reproche de comprendre ce que je dis, de donner à comprendre ce que je dis. Vous direz, ça n'est pas possible. Eh bien, je vous en ferai la démonstration tout à l'heure, dans la deuxième partie, si vous avez la patience d'attendre. Parce que moi, il y a une œuvre urgente avant tout. C'est que je me dis, maintenant, il faut sauver ce qui peut être sauvé. Ma foi, même si c'est très humble, il faut sauver ce qu'on peut sauver. Ces petites cassettes que nous faisons, ça a l'air de rien. Elles me paraissent de plus en plus des bouteilles jetées à la mer troublée, à la mer qui est en train de programmer le naufrage, qui sera peut-être suivi de nouvelle ère, peut-être, j'en sais rien, pour le moment je vois le naufrage. Et je me dis, ces petites cassettes, c'est des bouteilles à la mer. Je ne sais pas où elles aboutiront. Vous avez entendu dire ces dernières semaines qu'il y avait une bouteille qui avait été jetée il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, ou même plus, qui avait fait à peu près le tour du monde, qui est arrivée sur un rivage, puis on l'a débouchonnée, puis on a vu un message. Je ne sais pas qui la recevra. Mais que voulez-vous faire d'autre que de mettre une bouteille à la mer? De dire quand même, il y a eu à notre époque, j'espère qu'on n'est pas les seuls, mais il y a eu un petit groupe. Le Christ dit, la plus petite des semences, le grain de sénévé, mais la plus petite, à l'époque, on ne pouvait presque pas l'avoir, et qui donne un arbre dans lequel les oiseaux du ciel viennent faire leur nid.
Pour un grain de sel élevé, nous sommes un grain de sel élevé. Qu'est-ce qu'on est aux yeux du monde? Rien. Pas besoin d'être beaucoup. Et pas besoin de... Mais ce n'est pas important. Il existe, nous disons quelque chose. C'est comme ça que les grands mouvements ont toujours augmenté. Je ne suis pas prétentieux, je ne le verrai pas, peut-être vous non plus. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que cet acte de foi, de dire sauvons ce qui peut être sauvé de la philosophie traditionnelle. J'espère que je ne suis pas le seul de continuer la philosophie traditionnelle, c'est d'Aristote, de saint Thomas, de Sartre, quand il dit des choses vérifiables par la réalité, de Heidegger, quand il dit des choses vérifiables par la réalité. C'est ça notre maître, c'est la réalité, c'est ni Aristote ni saint Thomas, c'est la réalité. Vous me direz, oui, mais comment? Ah ben, on verra. De même que tout à l'heure, on disait que la beauté se reconnaît, mais la vérité aussi, elle se reconnaît. C'est la raison pour laquelle, avant d'entreprendre le grand thème du mal que j'avais proposé la dernière fois, il m'est apparu nécessaire, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur la philosophie, que nous sauvions de l'oubli des scolies, c'est-à-dire, le mot scolie, c'est un terme philosophique qui signifie, lorsqu'on a établi une thèse, des développements, des applications. Or, il se trouve que, grâce à vous, chaque fois que je donne un cours, je le découvre, c'est-à-dire quand je passe chez des amis la cassette pour vérifier, puisque je n'ai pas de magnétoscope chez moi, je me dis, ça, je ne savais pas que je le dirais. Je suis stimulé, il y a quelque chose, le fait d'exprimer change complètement. Je sais bien sûr ce que je vais vous dire, je passe la nuit souvent précédente à refaire mon cours, mais je le découvre en même temps que vous, la formulation qu'il prend. Je ne savais pas que ça allait prendre cette formulation. Pas seulement ça, mais il y a des développements que je ne soupçonnais pas. Et tout à coup, je me dis, mais là, j'ai oublié quelque chose extrêmement important, une scolie. Ça donnait mot scolaire. Et d'autre part, il y a la réalité qui nous rattrape. Il y a des fois des faits de société où on se dit, mais ça, on en a parlé. Regardez les animaux, par exemple. Actuellement, ils reviennent au-devant de l'actualité, puisqu'il y a eu des mouvements extrêmement violents, très, très basiques. Hein. Justement, la philosophie ayant démissionné, la seule qui pourrait donner un visage juste sur l'animal, c'est la sensibilité, c'est l'émotivité, c'est la sentimentalité qui va prendre le dessus. Gare. Il peut y avoir des dégâts là, hein, qui va donner un juste regard. Juste, la science ne peut pas le faire. Je vous donnerai ces conclusions tout à l'heure. Donc, j'aimerais reprendre quelques questions. C'est pour ça que ce cours s'appelle un cours de rattrapage. Simplement, je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais repartir de certains points pour développer certaines choses, ça me fait mal de les avoir laissés sur le bord du chemin. Pour, justement, cette œuvre de Bouteille à la mer, je me dis ça, par exemple, le texte que je vous ai remis d'Aragon, il fallait le sauver de l'oubli. Vous me direz, vous n'êtes quand même pas le seul qui lisait Aragon. Dans ce contexte-là, oui, probablement, je suis le seul qui le raccroche à un thème philosophique. Et d'autre part, Aragon, il est dans son purgatoire, pour ne pas dire son enfer, parce que quand même, il s'est compromis, vous verrez comment, avec, non pas le communisme, ce serait encore tout péché miséricorde, mais avec le stalinisme, qui est différent. Le stalinisme, ce n'est pas la même chose que le communisme. Et dans son expression la plus virulente, vous verrez ce que... Alors, vous imaginez s'il a survécu, s'il va survivre au naufrage, et pourtant c'est un tout grand poète, écrivain. C'est un styliste extraordinaire. En 1945, c'était le barde officiel de la société française, plus que Gide. Je ne veux pas le laisser perdre, parce qu'il se raccroche à notre cours. Alors, nous allons faire tout simplement aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelait au Moyen-Âge des questiones disputate. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous savez, il s'amusait bien au Moyen-Âge. Il n'y avait pas la télévision, ni le cinéma, ni le théâtre. Théâtre peut-être sur les parvis des cathédrales, mais du théâtre religieux. Qu'est-ce qu'on faisait le dimanche après-midi? Dans le Nord, on ne pouvait pas aller au corrida. Il y avait les jeux du cirque, c'était fini avec l'Empire romain. On s'ennuyait à la moindre. Alors, on allait à l'université, du moins les clercs, ceux qui avaient fait des études, ceux qui savaient lire. Et puis, on faisait l'après-midi, c'est un jeu du reste,
on bombardait le professeur, le maître, qui arrivait sur son estrade avec son chapeau rouge de maître en théologie ou en philosophie, et on lui posait des questions les plus saugrenues, du coq à l'âne, et des fois un peu piégées, pour rigoler. On s'amusait, du reste. La plus célèbre, elle est connue, c'est « Utrum Adam abuit bourionem ». Est-ce que Adam avait un bourrion, c'est-à-dire bien sûr, dans l'idée qu'il était fait par Dieu, il n'avait pas besoin de lui mettre un bourrion, puisqu'il n'avait pas eu de père, de mère, puisqu'il était façonné directement par Dieu. C'était de la rigolade. Et le maître prenait ça très au sérieux, et on les a, ces questionnes disputate. C'est des gros bouquins dans lesquels on peut passer en revue ce qui intéressait les gens à l'époque, tant en théologie qu'en philosophie, du reste. Et souvent, on essayait de coincer un peu le maître, justement, en mettant un petit peu... Alors on rigolait, évidemment, c'était très drôle, la façon dont il se tirait d'affaire. Nous, on va faire quelques questiones disputate, c'est-à-dire quelques-unes qu'on a laissées en chemin. Avant de revoir le problème de la porte unique, parce que je voudrais vous donner surtout quelques textes qui me sont venus après coup, je me suis dit, mais ça, cette citation, parce que j'adore les citations, c'est au moins des clous qui permettent, c'est des rivets, c'est des jalons qui permettent d'accrocher une théorie d'un côté un peu plus universel, puisque quelqu'un l'a formulée d'une autre manière. J'aime beaucoup les citations. Alors, je voudrais vous donner quelques citations, et puis surtout, donc la question de la porte étroite, rappelez-vous, enfin je le remettrai en mémoire en 2 mois, ce ne sera pas long. La question peut-être des animaux, la question de l'amour, la question du bon, et prioritairement revenir sur le cours de la dernière fois, la situation humaine. Ou alors là, justement, il y a le texte d'Aragon qui s'y emboîte, qui le prolonge, qui lui donne une dimension extraordinaire. Mais avant le texte d'Aragon, j'aimerais vous montrer d'autres aspects de cette... parce que c'est d'une fécondité assez extraordinaire. Rappelez-vous, je pense que c'est assez facile de s'en rappeler, j'avais fait le portrait de l'homme ou de la femme. J'avais dit l'homme, c'est une nature fermée, c'est-à-dire je suis enfermé dans ma nature, je n'en sortirai pas, sauf à la mort, du moins je l'espère, et puis je peux me cogner, non pas aux angles, mais je peux tourner en rond là-dedans. Combien de fois on dit à quelqu'un, tu dis toujours la même chose, tu fais toujours la même chose. Ce mot « toujours » qui montre que ce prisonnier tourne en rond dans sa cellule et n'en sort pas. On peut en souffrir atrocement du reste. Je vous avais dit, ce n'est pas seulement le corps, c'est les déterminismes psychiques et tout ça. Je suis vraiment enfermé. Je peux me plaindre, je peux hurler, je peux pleurer, parce que je suis comme ça, je suis toujours comme ça. Je sais pas, je me fais des idées. Bon, Dieu sait si on en souffre. Mais il y a une ouverture, avons-nous dit, c'est-à-dire une ouverture à l'infini, à l'indéfini, c'est-à-dire à l'absolu. Nous voulons non pas un bien, mais le bien. Nous ne voulons pas un bonheur, mais le bonheur. Nous voulons ce qui est sans limite, c'est-à-dire on est insatiable. Il faut vraiment... nous voulons l'amour avec grand A. Tu restes combien de fois on dit c'est le grand amour. Pourquoi il y en a un petit? Il ne peut pas y en avoir un petit. Il y a l'amour ou bien ça n'en est pas. Mais l'embêtant, c'est que les biens que nous rencontrons ne sont pas des biens absolus avec grand B majuscule ou bonheur avec B majuscule. Non. C'est toujours des biens limités, évidemment. Seulement le drame, c'est qu'il y a ce no man's land, enfin ce territoire qu'on appelle l'imaginaire, les fantasmes, qui lui participe des deux natures. C'est-à-dire, ça me donne l'illusion, c'est une illusion, que je rencontre le bien, parce que c'est intériorisé, c'est débarrassé des conditionnements concrets. Combien de fois on se heurte à ce terrible choc entre le rêve et la réalité. J'en ai donné des exemples la dernière fois. Alors je voudrais développer aujourd'hui, avec des citations nouvelles, ces deux situations. Alors c'est pourquoi, dans la feuille que je vous ai donnée, j'ai redessiné la condition humaine, et j'ai dessiné en dessous l'enfermement, c'est le cercle. Et puis l'ouverture, c'est la parabole, c'est-à-dire cette espèce de désir d'infini qui fait la grandeur de l'homme, mais en même temps son tourment. Parce qu'évidemment, si je ne l'avais pas, ce serait simple, je vivrais comme une brute. C'est-à-dire, il y a des gens peut-être qui sont assez
stupidus en latin, pour ne pas se poser des questions métaphysiques, c'est-à-dire ils boivent, boire, manger, dormir, et puis ils sont à peu près contents au sens de compléter. Alors j'ai fait 2 séries de phrases, l'une sur l'enfermement, elles sont très belles, et puis l'autre sur l'ouverture illusoire, alors, sur ce piège que représente l'imagination, qui me fait entrevoir l'absolu, ou le bonheur, ou l'amour, et puis chaque fois je me casse le nez, c'est le cas de le dire, je me casse le nez sur la réalité. Alors lisons quelques-unes de ces phrases de l'enfermement. D'un poète polonais qui est mort en 1939, je vous laisse prononcer son nom, Wickiewicz. Devoir naître, naître, N', je dis pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, naître, c'est-à-dire être, au sens négatif, n'être que soi-même et pas tout, fait mal comme si on était cuit vivant. C'est vrai que de temps en temps, on se heurte à cette limite, à cette ergastule, cette espèce de contrainte d'être enfermé en soi, et qu'on éclaterait. Certains éclatent du reste, ils se font sauter j'ai oublié le livre de la fameuse Evelyn qui met en exergue dans son livre « Je jure de m'éblouir » une phrase justement où elle convoque Dieu. N'étant pas venue, eh bien elle s'est suicidée. La deuxième phrase, elle est de Baudelaire, que vous connaissez peut-être. « L'épouvantable mariage de l'homme avec lui-même ». C'est vrai. Cette union fondamentale, elle est vécue comme étant l'horreur. C'est pour ça qu'on la fuit. On cherche dehors un dérivatif, dans l'action, dans le rêve, dans l'art, n'importe. Mais toujours est-il que rester seul avec soi-même, c'est être confronté avec un être qui nous est assigné et qu'on n'aime pas. L'épouvantable mariage de l'homme avec lui-même. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà indiqué, il y aura la porte étroite. On pourra sortir de cet enfermement. De Saint-Augustin, lui-même, tout saint qu'il fut. Je suis à moi-même un lieu néfaste où je ne peux exister et d'où je ne peux fuir. C'est la même chose. Donc lui-même, qui avait pourtant une ouverture mystique, une ouverture à Dieu, et qu'il a peut-être vécu, qui a tout au moins entrevu le chemin de la libération, il a vécu comme tout le monde, cette espèce de difficulté d'être soi-même. Je suis à moi-même un lieu néfaste où je ne peux exister et d'où je ne peux fuir. C'est vraiment l'enfermement. Saint-Augustin, il a toujours les formules les plus définitives. C'est un génie, comparable avec Paul Valéry dans un autre contexte, qui a ces formules lapidaires en 2-3 mots. Ils vous disent exactement tout ce qu'il y a à dire sur une question. De Simone de Beauvoir, vous voyez que alors c'est très éclectique. Hein, je ne sais pas si Saint-Augustin savait qu'un jour il serait accouplé avec Simone de Beauvoir, ni vice-versa. Percevoir chaque être humain comme une prison, enfermement, où habite un prisonnier avec tout l'univers autour. Évidemment, on le regarde à travers les barreaux. Et on croit que les autres, eux, sont heureux. Je ne me rappelle plus qui c'est qui a dit le plus dramatique avec le bonheur, c'est qu'on croit que les autres le sont. On envie le bonheur des autres, des vedettes, ou je ne sais pas quoi. C'est exactement la même chose. Hein. De Froissart, qui vient de mourir, André Froissart, celui qui a écrit « Dieu existe et je l'ai rencontré », on peut protéger l'homme de tout, sauf de lui-même. C'est vrai, nous sommes le poison originel dont nous ne pouvons pas nous débarrasser. Bien sûr qu'il y a une solution, c'est la porte étroite. De Frédéric Amiel, qui est un écrivain donc genevois du siècle passé, « Pourvu qu'on me décharge de moi-même, je suis prêt à toutes les corvées et que j'accepte tous les dévouements. » Ah oui, alors si on me débarrasse de moi-même, oui, je peux faire tout ce que vous voulez. Alors je me donnerai aux autres, je ferai tout ce que vous voudrez. Je pourrai m'envoler. De Blaise Pascal, phrase classique, le moi est haïssable, le moi, pas le je. Et de Mayakovsky, qui est mort aussi en 1939, je sens que le moi pour moi, c'est trop peu. C'est la phrase de Evelyne Mayer, mais je dois la voir quand même, celle qui a écrit ce livre, Je jure de m'éblouir, et que je vous avais cité.
ce serait dommage que je l'ai oublié. Mais voyez comment c'est dommage, c'est pas grave, mais grosso modo, elle dit ceci: j'ai convoqué Dieu, je l'ai sommé de venir, de répondre à ma demande, et il ne l'a pas fait, et je désespéré, quoi. C'est la raison pour laquelle elle s'est suicidée. Mais j'aurais voulu vous donner le texte, je l'ai cherché à la bibliothèque pour ça, c'est pas grave. C'est pour dire que c'est important qu'on fasse ces récupérations de cours. Maintenant, la deuxième série, celle qui parle de cette situation alors extrêmement difficile à assumer parce qu'elle est la source de l'illusion. Elle peut me jouer les pires tours, me faire croire, prendre des vessies pour des lanternes. Vous connaissez l'origine de cette petite expression, prendre des vessies pour des lanternes, parce qu'on pourrait dire, mais c'est saugrenu. Je vous l'explique si vous ne le savez pas, c'est très joli comme origine. Ça veut dire prendre des vessies, c'est-à-dire des gros ventres, pour des longs termes, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est enceint. C'est une expression qui s'adresse à une femme. On se trompe, on prend un gonflement de vessie, de l'aérophagie, pour le fait d'être enceint. Après, on a traduit prendre des vessies pour des lanternes. C'est absolument aucun sens. Bon, alors, ça, l'imagination me fait prendre beaucoup alors de vessie pour des lanternes, c'est-à-dire qu'elle me gonfle des situations, et puis quand je suis confronté à la réalité, c'est la déception, le désenchantement, le désespoir. Alors, nouvelle phrase de Marcel Proust: nous n'aimons pas les femmes réelles. Je vous avais donné l'exemple de l'amour, qui était le lieu même de cette illusion. Mais les incarnations imparfaites, dans la réalité, comment voulez-vous que la femme soit parfaite? Nous ne le sommes pas non plus, nous les hommes. D'une déesse intérieure qui est en nous. C'est-à-dire, je me crée une baudruche. Alors évidemment, quand je suis confronté à la réalité, ça se dégonfle. Un proverbe espagnol qui est très semblable à celui, ah oui, je l'ai mis aussi, celui du président Herriot, mais je n'avais pas donné la source exacte la dernière fois, je l'avais attribué, je crois, à Clémenceau, je ne sais pas qui, je savais que c'était un homme politique français. Les deux phrases sont très semblables. Proverbe espagnol: en amour, on n'est heureux qu'avant d'être heureux. C'est pas seulement en amour, mais c'est vrai, on est toujours heureux avant d'être heureux. On est heureux avant les vacances, dans la page blanche des vacances. Quand j'étais gosse, je me rappelle. Puis les vacances, bon, elles sont ce qu'elles sont. Il n'arrive pas cette magie en amour, alors. Et le proverbe que je vous ai donné la dernière fois du président Herriot: le meilleur moment de l'amour, c'est en montant l'escalier, pas en descendant, en montant. De Bacri, qui est aussi très joli comme expression: l'homme descend du songe. Ce n'est pas une faute d'impression, d'autant plus que c'est écrit à la main. L'homme descend du songe, c'est-à-dire nous sommes victimes et nous sommes enfantés par nos fantasmes. De Woody Allen, qui vient de... c'est une phrase qu'il a prononcée il y a peut-être 15 jours, donc je n'aurais pas voulu la donner la dernière fois. Je viens de rencontrer un homme merveilleux. Évidemment, il est imaginaire. On ne peut pas tout avoir. On pourrait dire aussi une femme ou n'importe quoi. De Etty Hillesum, je ne sais pas si vous connaissez cette femme extraordinaire qui est morte pendant la guerre, un peu comme la petite Anne Frank, hollandaise, qui a écrit un livre fabuleux, une femme d'un équilibre, d'une sérénité, une juive qui a été emportée dans les camps de concentration. Le grand obstacle, c'est toujours la représentation et non la réalité. La réalité n'est pas un obstacle, si on pouvait la voir telle qu'elle est, mais c'est la représentation qui est l'obstacle. C'est ça qui nous fourvoie, c'est ça qui nous trompe. Et de Frédéric Amiel, peut-être j'en trouverai d'autres, hein, peut-être qu'on refera un jour un rattrapage. Le besoin du parfait et de l'absolu, voilà, le besoin du parfait et de l'absolu, est la noblesse de l'homme et le poison de la vie. On s'empoisonne l'existence avec ça. C'est-à-dire, c'est insupportable d'avoir toujours cette espèce d'illusion qu'on dégonfle qu'un quart d'heure avant sa mort. Je ne me rappelle plus qui c'est qui disait qu'il sera amoureux qu'un quart d'heure avant sa mort, parce que s'il l'était avant, ça se saurait. C'est-à-dire amoureux de n'importe quoi, mais c'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec cette espèce d'illusion. Je voudrais donner encore deux petites choses pour bien marquer à quel point nous sommes enfermés dans une sorte de prison. C'est le problème, par exemple, de l'anorexie. Ça m'est venu tout à coup ces derniers temps en exemple. C'est assez étonnant, l'anorexie. Je ne sais pas si vous avez été confronté à cette maladie. Moi, souvent,
cause de mes élèves, mais c'est la chose la plus désorientante qui soit. C'est quelqu'un qui désire manger, qui vous dit oui, puis qui va même en clinique. Il y a une clinique spécialisée près de Saint-Pré où on va pour les anorexiques, et qui se laissent mettre un tuyau dans le nez pour l'alimenter. Donc ils sont normalement constitués, c'est pas qu'elles ont un embarras, un problème gastrique, et qui ne mangent pas. Il y a quelque chose en elles qui est plus forte qu'elles, c'est germe féminin, qui les empêche de manger. Puis on n'a encore pas compris le truc, hein. C'est pas qu'elles ne veulent pas grossir, parce que souvent elles passent à la boulimie juste après. C'est très mystérieux. Donc il y a en moi des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Ce serait très facile s'il suffisait de dire non, je ne veux pas, ou je veux manger. Bon, il est facile de manger, surtout qu'elle crève de faim. Alors je voulais vous dire ça. Puis alors d'autre part, oui, j'ai mis ça, texte d'Evelyn Mayer, mais de Micheline Prel, l'actrice que vous connaissez. Je n'ai rien tiré d'intéressant de l'amour. Elle a rêvé, évidemment, comme tous les grands artistes. C'est ma faute. Bien, évidemment, c'est ma faute, puisque j'en avais rêvé. Mais c'est comme ça. Je voulais faire de l'amour la grande affaire de ma vie. Elle a été ma plus mauvaise affaire. Évidemment, si on part dans l'amour, il faudrait dire ça aux jeunes, mais je ne vous les dis pas trop, parce qu'il faut quand même leur laisser une certaine illusion. Sinon, alors, ils posent les plaques, hein, comme Evelyn Mayer. Il faut leur dire, écoute, sois prudente. Soyez prudents. C'est aussi pour les garçons. Et j'aimerais alors que vous notiez une phrase que je n'ai pas eu le temps de mettre, parce que c'est fabuleux. Je ne sais pas de qui elle est. Le bonheur, cette chose qui n'existe pas, vous voyez, le bonheur, avec B majuscule. Le bonheur, cette chose qui n'existe pas dans la réalité. Le bonheur, cette chose qui n'existe pas, mais qui un jour cesse d'être. Mais qui un jour cesse d'être. On pourrait dire c'est complètement ridicule. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas cesser d'être. Mais qui un jour cesse d'être. Mettez penseur contemporain, je ne sais pas, peut-être que je trouverai un jour l'auteur de cette réflexion. Je l'attribuerai à Valérie, si vous voulez, parce que je trouve elle est bien de son style, mais ne faisons pas tort à quelqu'un d'autre. C'est facile à comprendre. Le bonheur, ça n'existe pas, mais ça existe ici. Le bonheur dans le souvenir, c'est extraordinaire lorsqu'on s'en souvient, la nostalgie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on débarrasse. Sur le moment, non, ce n'était pas le bonheur. On pourrait dire à beaucoup de personnes, à des jeunes, dites-leur, est-ce que c'est le bonheur de... Non, non, c'est angoissant d'être jeune. Et pourtant, nous, en tout cas moi, je me dis, les jeunes, la jeunesse, quand j'avais 20 ans, je le dis moins parce que je suis un peu prudent, je sais que ce n'est pas vrai, mais si je ne me surveillais pas, je le dirais. Je dirais, c'était beau. Ben, si on m'y ramenait, pas avec ce que je sais maintenant, parce qu'évidemment, alors on télescope 2 expériences, ben, je crois que je ne chanterais pas la youte. Alors, le bonheur, cette chose qui n'existe pas. Et puis un jour, dans le souvenir, on dit, mais c'était le bonheur. C'est pour ça que Julien Green dit aussi, un jour on dira, que ces jours nous soient rendus. C'est-à-dire, il vit et puis il dit, je suis sûr qu'un jour je dirai, si ces jours pouvaient nous être rendus, même ceux d'aujourd'hui. Peut-être que la situation va se déglinguer un peu plus, ou je ne sais pas, peu importe, même si elle ne se déglingue pas plus, elle n'est pas très agréable, mais peut-être qu'on dira 95, que ces jours pouvaient nous être rendus, ou ceux de 65. Maintenant, je vais vous soumettre un texte qui est magnifique, c'est pour ça que j'ai voulu reprendre le thème de la situation humaine, ça s'appelle la situation humaine, c'est le texte de Louis Aragon. Alors je situe en 2 mots Louis Aragon. C'est un écrivain donc, qui est né avec le siècle aussi, qui très vite a fait partie du mouvement de breton, du surréalisme dont il s'est détaché. Et alors assez vite, il a investi tout son affect, après avoir épousé Elsa Triolet, dont il a fait un poème admirable qui s'appelle Les yeux d'Elsa. Il était sincèrement amoureux de cette femme toute sa vie du reste. Et il a alors communié avec le communisme, c'est-à-dire qu'il s'est investi dans le communisme comme on entre en religion, mais comme la plupart de ses contemporains, c'est-à-dire Sartre et autres, qui ont assez vite vu, surtout lorsqu'on a commencé à comprendre ce qu'il y avait derrière
le communisme, le stalinisme, alors là, il n'en a pas voulu démordre et il est arrivé à dire des choses incroyables. C'est-à-dire, c'est inimaginable qu'on ait pu dire une chose pareille. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne fera pas surface de loin. Un homme intelligent ait écrit ça, à la mort de Staline. C'est dans les cahiers du communisme, en 1954. Ô grand Staline, ô chef des peuples. Je le dis parce que ça aussi, il ne faut pas laisser perdre. Parce qu'on aurait peut-être tendance à oublier à quel point on peut perdre la raison quand on est un homme intelligent. En 1954, on savait ce qu'il y avait. C'était peu de temps avant le Khrouchtchev qui a déboulonné Staline. Ô grand Staline, ô chef des peuples, toi qui fais naître l'homme, toi qui fécondes la terre, avec le sang de ses victimes sûrement, avec les millions de types qui étaient au goulag, toi qui rajeunis les siècles, c'est le Christ, Alpha et Oméga, qui est le maître du temps. Toi qui fais fleurir le printemps, toi qui fais vibrer les cordes musicales, toi splendeur de mon printemps, là il se répète, toi soleil reflété par des milliers de cœurs. C'était Staline, le plus grand monstre de l'histoire, et il n'a pas l'excuse de l'ignorance. Il a voulu s'obscurcir, ne pas vouloir voir. Il a voulu vraiment... C'est un péché contre l'esprit. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ce grand esprit, cet homme extraordinaire, ce grand artiste, qui a écrit des livres extraordinaires, et dont le texte que je vous soumets est tiré, qui s'appelle Aurélien. Donc c'est un texte qui, dans un roman, lisez-le, c'est un des plus beaux romans d'Aurélien. Un roman dans la grande tradition du 19e, un gros roman de 800 pages, une histoire d'amour, Aurélien. Et ça, c'est le chapitre, je ne me rappelle plus, le chapitre au milieu, à peu près. Il y a tout à coup dans cette histoire, Aurélien avec Bérénice, c'est pas la Bérénice de Racine, un amour contemporain. Il y a tout à coup une réflexion, je crois que c'est au chapitre 30, enfin il faudrait que je retrouve, j'ai la photocopie du livre, mais je l'ai retapé parce que c'était plus clair. C'est le chapitre 37. Lisons. Il y a, je ne veux pas laisser perdre ce texte parce qu'il est admirable. Il y a une passion si dévorante qu'elle ne peut se décrire. Elle mange qui la contemple. Tous ceux qui s'en sont pris à elle s'y sont pris. On ne peut l'essayer et se reprendre. On frémit de la nommer, c'est le goût de l'absolu. Donc l'absolu, ici, le goût de l'absolu. C'est le piège. Ce qui fait que dans le roman, Bérénice ne saccagera l'amour qu'elle a pour Aurélien, est un amour sublime, un amour extraordinaire, mais justement parce qu'il manque encore. Plus une chose est belle, plus peut-être on souffre de ce qui manque pour être absolu, ne serait-ce que dans le temps. On dira que c'est une passion rare, et même les amateurs frénétiques de la grandeur humaine ajouteront malheureusement. Il faut s'en détromper. Elle est plus répandue que la grippe, et si on la connaît mieux quand elle atteint les cœurs élevés, elle a des formes sordides qui portent ses ravages chez les gens ordinaires, les esprits secs, les tempéraments pauvres. Ouvrez la porte, elle entre et s'installe. Peu lui importe le logis, sa simplicité. Elle est l'absence de résignation. Si l'on veut qu'on s'en félicite, pour ce qu'elle a pu faire aux hommes, pour ce mécontentement a su engendrer le sublime. C'est vrai. Peut-être que ça a amené des œuvres, mais seulement on a brûlé sa vie, comme je disais tout à l'heure, alors on n'a pas vécu sa vie. On s'est sacrifié à une œuvre, traverser l'Atlantique à la nage, pour, je sais pas, au goût de l'absolu, se faire mousser. Mais c'est ne voir que l'exception, la fleur monstrueuse. Et même alors, regardez au fond de ceux qu'elle emporte dans les parages du Chéni. Vous y trouverez ces flétrissures intimes, ces stigmates de la dévastation, qui sont tout ce qui marque son passage sur des individus moins privilégiés du ciel. C'est vrai, c'est la dévastation. La vie est dévastée, même si c'est au profit d'une œuvre sublime. Qui a le goût de l'absolu renonce par là même à tout bonheur. Évidemment, bonheur avec B minuscule, puisqu'on veut le bonheur. C'est la mort. C'est pour ça qu'Evelyne Meyer s'est suicidée. Quel bonheur résisterait à ce vertige, à cette exigence toujours renouvelée? Cette machine critique des sentiments, cette vis à tergo, je l'ai mis spécialement entre guillemets, vis veut dire cette force, et puis tergo veut dire le dos, c'est-à-dire cette force qui me pousse par derrière. Alors traduisons, cette machine critique des sentiments, cette force qui vient par derrière me pousser le doute, c'est-à-dire qui me fait douter toujours.
attaque tout ce qui rend l'existence tolérable, tout ce qui fait le climat du cœur. On ne peut pas être heureux, il me manque toujours quelque chose. Je veux toujours plus. Comment voulez-vous que je sois heureux? Il faudrait donner des exemples pour être compris et les choisir justement dans les formes basses, vulgaires de cette passion, pour que par analogie, on puisse élever à la connaissance des malheurs héroïques qu'elle produit. On sait que le tabès, traduction, c'est une maladie des nerfs, on dirait aujourd'hui paralysie infantile, mais c'est une des formes de la paralysie infantile, une des formes qui attaque le système nerveux. On sait que le tabès chez les hommes de l'intelligence évolue avec rapidité vers les centres nerveux supérieurs, alors que chez la brute ou le végétatif, il se développe plus lentement et préfère s'en prendre au centre moteur. Alors, il va analyser chez les gens inférieurs le tabès moral, c'est-à-dire cette espèce de furie destructrice qui s'appelle le goût de l'absolu. Alors, lui aussi, suivant les sujets, se spécialise. Il se porte à ce qui est l'habileté, la manie, l'orgueil du malheureux qui l'accable. Il brisera la voix du chanteur, jettera de maigreur le jockey à l'hôpital, brûlera les poumons du coureur à pied ou lui forcera le cœur. On se fout en l'air avec des performances sportives. On ne voit pas après les dégâts, on les cache évidemment. Mais c'est de la folie furieuse d'exposer sa santé jusqu'aux limites, comme on dit. On applaudit en plus. On dit bravo, il a été jusqu'au bout de lui-même. Mais c'est de l'imbécilité sans nom. On devrait les protéger contre eux-mêmes, les gars qui se font des trucs pareils. La course qu'on fait Paris-Strasbourg à pied, les types risquent de mourir. On est obligé de leur imposer 2 heures de sommeil pendant la nuit. Donc à pied, hein, à la marche, ils n'ont pas le droit de courir. Il y a des ambulances qui suivent. Mais on obligerait les gens à faire ça. Les gens, il y aurait la Société des Nations qui hurlerait, on dirait droit de l'homme. Mais quand c'est quelqu'un qui se l'impose, on ne le protège pas contre lui-même. Mais on devrait. Il y a des gens qui sont devenus paralytiques, hein, qui sont désarticulés. Il y a un Suisse qui a été une fois. J'ai vu le reportage. Le type, il arrivait, mais en 6 jours, hein, il fait 500 km, il était quand même désarticulé. Il a eu une arthrose épouvantable. Il a fini sur une chaise à roulettes. On devrait interdire des trucs pareils. Ma foi, qu'est-ce que vous voulez? Les gens, on ne peut pas les protéger contre eux-mêmes. On les protège contre eux-mêmes quand ils se droguent. Alors oui, d'accord. Il mènera par une voie étrange la ménagère à l'asile des fous, à force de propreté, par l'obstination de polir, de nettoyer, qu'elle mettra sur un carreau de sa cuisine, jamais parfait, tandis que le lait file, la maison brûle, ses enfants se noient. Ce sera aussi, sans qu'on la reconnaisse, la maladie de ceux qui n'aiment rien, à qui toute beauté, toute folie oppose le non inhumain, qui vient du même goût de l'absolu. Tout dépend d'où l'on met cet absolu. Ce peut être dans l'amour, le costume ou la puissance, et vous aurez Don Juan, Byron ou Napoléon. Mais aussi l'homme aux yeux fermés que vous croisez dans la rue et qui ne parle à personne. Mais aussi l'étrange clocharde qu'on aperçoit le soir sur les bancs près de l'observatoire, à ranger des chiffons incroyables. Mais aussi le simple sectaire qui s'empoisonne la vie de sécheresse, celui qui meurt de délicatesse et celui qui se rend impossible de grossièreté. Ils sont ceux pour qui rien n'est assez quelque chose. Le goût de l'absolu, c'est lui qui met les points de suspension, c'est pas moi qui fais une coupure, hein. Les formes cliniques de ce mal sont innombrables, ou trop nombreuses pour qu'on se jette à les dénombrer. On voudrait s'en tenir à la description d'un cas, mais sans perdre de vue sa parenté avec 1000 autres, avec des mots apparemment si divers qu'on les croirait sans lien avec le cas considéré, parce qu'il n'y a pas de microscope pour en examiner le microbe, et que nous ne savons pas isoler ce virus, que faute de mieux, nous appelons le goût de l'absolu. Pourtant, si divers que soient les déguisements du mal, il faut il peut se dépister à un symptôme commun à toutes les formes, fût-ce aux plus alternantes. Ce symptôme est une incapacité totale pour le sujet d'être heureux. Celui qui a le goût de l'absolu peut le savoir ou l'ignorer, être porté par lui à la tête des peuples, au front des armées, ou en être paralysé dans sa vie ordinaire et réduit à un négativisme de quartier. Celui qui a le goût de l'absolu peut être un innocent, un fou, un ambitieux ou un pédant, mais il ne peut pas être heureux. De ce qui ferait son bonheur, il exige toujours davantage. Il détruit par une rage tournée sur elle-même ce qui serait son contentement. Il est dépourvu de la plus légère aptitude au bonheur. J'ajouterai qu'il se complaît dans ce qui le consume, qu'il confond sa disgrâce avec je ne sais quelle idée de la dignité, de la grandeur de la morale, suivant le tour de son esprit, son éducation, les mœurs de son milieu. Il y a même des vocations religieuses, hein. Que le goût de l'absolu, en un mot, ne va pas sans le vertige de l'absolu. D'où lui venait ce goût de l'absolu, je n'en sais rien, mais Bérénice avait le goût de l'absolu. La Bérénice de son roman, qui n'a rien à voir avec celle de Racine. Alors là, c'est moi qui ai mis les points de suspension. Et leur roman, le roman d'Aurélien de Bérénice, était dominé par cette contradiction dont leur première entrevue avait porté le signe. Écoutez bien, c'est admirablement dit.
la dissemblance entre la Bérénice qu'il voyait et la Bérénice que d'autres pouvaient voir, le contraste entre cette enfant spontanée, gaie, innocente, et l'enfer qu'elle portait en elle, la dissonance de Bérénice et de son ombre, cette petite fille qui s'amusait d'un rien, cette femme qui ne se contentait de rien. C'est admirablement dit, on ne saurait mieux dire, il n'y a rien à ajouter. Voyons tout de même comment s'en tirer de cette situation qui paraît sans issue, puisqu'on est ou bien enfermé ou piégé par un rêve impossible. Eh bien, il y a une solution, je vous ai donné quelques repères. Retour au réel sur la feuille que je vous ai distribuée tout à l'heure. Voyons quelques-unes de ces notations, elles viennent de tous les horizons. Celle de Fontenelle, pour situer Fontenelle, c'est un neveu de Corneille, écrivain, philosophe, qui a eu la particularité, et c'était très rare à l'époque, d'être centenaire. Il est, je ne me rappelle plus les dates, 1657 je crois, est mort 100 ans après, et qui dit, parce qu'il devenait vieux et puis il voyait tous ses contemporains mourir les uns après les autres, il est temps que je m'en aille, je commence à voir les choses comme elles sont. J'ai mis telles qu'elles sont, mais le texte c'est comme elles sont. C'est-à-dire qu'il devenait sage tout simplement. Mais évidemment, il était désillusionné. Alors, de voir les choses comme elles sont, ça n'avait plus beaucoup d'intérêt, surtout pour un poète, pour un rêveur. Mais finalement, c'est la sagesse. De Bergman, je vous l'avais déjà cité, plus je vieillis, plus je me réjouis des choses. De Spinoza, grand philosophe cartésien, enfin, influencé par Descartes, d'origine juive, qui est hollandais, d'autant plus nous connaissons les choses particulières, d'autant plus nous connaissons Dieu. Je voudrais vite vous donner 2-3 commentaires sur cette phrase. Finalement, la sagesse, c'est de reconnaître les choses, de les accepter dans leur finitude, de ne pas demander le Pérou, de ne pas rêver, d'accepter la réalité. Et c'est la seule manière de rejoindre l'infini. L'infini, il est tangent à notre monde fini par le présent et le concret. Je vais vite vous donner un petit exemple pour que ça soit bien clair. Nous avons toujours tendance à aimer l'abstrait, évidemment, parce que nous sommes toujours fascinés par ce qui transcende les limites, tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est magique. Je me souviens, il y a quelques années, pas si vieux finalement, 4 ou 5 ans, il y avait eu un congrès à Lausanne sur la schizophrénie. C'est une association privée qui avait organisé un congrès pour toute la Suisse romande. Et il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois qu'ils faisaient ce congrès. Et il y avait eu des conférences le matin. Ils étaient à Montbenon, à l'auditoire Stravinsky. On m'avait demandé l'après-midi de faire la conférence de clôture. Je ne sais pas à quel titre, peut-être philosophe justement, de faire une sorte de synthèse sur la question. J'avais déjà été une fois invité dans ce groupe, mais alors plus restreint, où j'avais parlé justement de ces problèmes psychiques. Et comme le matin j'avais des cours en Valais, je ne pouvais pas y assister, mais je suis arrivé vers 2h ou 3h, et j'ai senti que l'atmosphère était un peu tendue, c'est-à-dire que les théories avaient été un tout petit peu ou absconses, ou il y avait eu des médecins qui avaient parlé. Je crois que les gens n'étaient pas très satisfaits d'après ce qu'on m'a dit. J'ai dit, je pars dans de mauvaises conditions. Alors j'avais fait mon speech, j'avais détendu un peu l'atmosphère, j'avais essayé d'expliquer certaines choses. De temps en temps, j'avais lancé un brin d'humour tout à fait inopiné dans mon discours, ça avait détendu l'atmosphère. Mais là n'est pas la question. C'est qu'après ma prestation, alors les locuteurs du matin sont venus à la table, on était sur une estrade, sur la scène, et alors on a eu l'échange avec le public. Je pense que c'était la première fois pour la journée qu'ils pouvaient intervenir. Et il y a eu des intervenants, bien sûr. Il y avait des psychologues, il y avait des thérapeutes, il y avait toutes sortes il y avait des assistants sociaux, beaucoup de monde, l'auditoire était plein, 300 ou 400 personnes de toute la Suisse romande. Mais il y avait aussi des schizophrènes, c'est-à-dire des malades, des gens qui étaient
haïs, parce qu'ils n'étaient évidemment pas insérables dans la société, et qu'on avait non seulement invités, mais enfin c'était la moindre des choses qu'ils soient. D'autant plus qu'actuellement, on fait beaucoup plus de traitements ambulatoires, c'est-à-dire ils ne sont plus enfermés, mais c'est des gens qui ont du mal à fixer un peu leur pensée. Et je me souviens de cette chose absolument surréaliste où on voyait tout de suite quand on avait affaire à un homme, je ne dirais pas compétent, mais à un soignant, un thérapeute de quel que ce soit, et quand on avait affaire à un malade. Il n'y avait pas besoin de longtemps pour repérer quel était le fou des deux, enfin le fou. C'est pour faire bref que je dis ça. Mais alors ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à peine un de ces intervenants psychotiques prenait la parole, la plupart des autres leur disaient « Ah, mais qu'est-ce que l'embêtant ?» On le lui disait « Ah, mais non, ça suffit. » C'est quand même surréaliste, hein. On parle de la schizophrénie, on est là pour les schizophrènes, puis quand il y en a un, mais un vrai, celui ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la schizophrénie. Ils n'auraient pas su dire ça, mais moi je voyais bien. La schizophrénie, ah oui d'accord, on s'était déplacé de Sion, de Genève, Neuchâtel pour venir parler de la schizophrénie, puis vous en avez un concret, un schizophrène. Non, on s'en fout. Mais c'est tout le temps comme ça. On aime l'homme. Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un qui dit « moi je crois en l'homme », je dis évacuer les femmes, les enfants et les vieillards, et peut-être aussi les juifs, c'est plus prudent. Parce qu'à force d'aimer l'homme, il va supprimer tous ceux qui ne sont pas conformes à son bel idéal. Il faut faire attention avec ça, hein. C'est très dangereux. Sitôt qu'il y a une abstraction, c'est qu'on décolle du réel et ça devient dangereux. On le voit actuellement avec toutes les idéologies religieuses ou autres, c'est dangereux. Parce qu'alors nous, on n'est jamais conforme à l'idéal. L'idéal, si on a un, mais c'est l'absence d'idéal, c'est d'aimer au ras des pâquerettes, l'homme concret, le schizophrène. On aurait dû laisser parler ces schizophrènes, mais enfin tant pis. C'est ça la schizophrénie. C'est des types qui sont emmerdants, parce qu'ils disent n'importe quoi, et puis une fois qu'ils ont le crachat, ils ne se taisent plus, ben voilà, il faudra savoir. C'est comme ça, on ne veut pas faire des théories. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Spinoza. D'autant plus nous connaissons et nous aimons les choses particulières, concrètes. D'autant plus nous connaissons, et j'ajoute aimons Dieu, ou l'absolu, ou ce qu'on voudra, peu importe. De Jacques Chardon, sauf la souffrance physique, tout est imaginaire. Si on pouvait se pénétrer de cette sagesse orientale, les bouddhistes l'avaient déjà découvert, tout vient du mental. Tous nos malheurs viennent du mental. On se fait une idée de soi, une idée des autres, un fantasme, puis on en souffre, et puis on ressasse, et puis ça se recuit, et puis ça gonfle, et puis on s'y noie. À part la souffrance physique, la rage dedans. Mais alors là, il y a d'éminents spécialistes qui vous en débarrassent immédiatement, vous n'avez qu'à téléphoner, je vous donnerai le numéro. Autrement, tout est imaginaire. C'est-à-dire que si nous voulions être heureux, ce serait bientôt fait. C'est une phrase de Montaigne. Mais nous ne voulons pas. C'est-à-dire qu'on s'embarrasse l'esprit avec des montagnes qui n'existent pas. Il y a une part du désir qui est faite pour autre chose qu'être comblée. C'est de Michel Delannoy. De nouveau, ne pas foncer dans l'imaginaire. Et puis cette phrase que j'avais peur de laisser perdre. N'eussé-je dit que cela aujourd'hui, que j'aurais pas perdu mon temps, je n'aurais pas perdu mon temps, et vous non plus. La vie va du village vers la forêt. C'est un proverbe chinois. Je trouve ça admirable. Tout est dit en peu de mots. La vie va de la vie sociale, de la vie d'échange, de la vie relationnelle, à cette vie qui ne veut pas dire qu'on va fuir, qui ne veut pas dire qu'on va s'isoler. On restera, mais on déconnectera peu à peu. On sera peut-être d'autant plus efficient et profitable aux autres. Comprenez bien, c'est une image. Mais on sent très bien que quand quelqu'un ne prend plus tellement les choses au sérieux, tout est dérisoire finalement. Mais tout est dérisoire, hormis une chose. C'est l'absolu, mais pas l'absolu projeté sur les réalités qui ne peuvent pas, mais que nous avons en nous. Ça me fait d'heureuses transitions, pardon. Je répète, ceci va me servir d'heureuse transition pour le deuxième sujet. Nous sommes dans les questiones disputate. Je ne vais pas parler de ça jusqu'à la fin, hein. Alors, j'en prends encore une autre, que j'ai laissée aussi un petit peu sur le bord du chemin. Qu'est-ce que c'est, cette autre question? Eh bien, c'est la question de la porte étroite.
là aussi, j'aimerais vous donner quelques documents. De quoi s'agissait-il? Donc c'est fini ça. Enfin, on vient de dire la vie va du village vers la forêt, c'est-à-dire qu'on s'intériorise, on s'isole intérieurement, on a moins dépendance des autres, on découvre une sorte d'autonomie, autonomos, moi-même ma loi, et on devient alors d'autant plus fécond. Celui qui sait rester seul verra le monde à ses pieds, disait Kafka. La porte étroite reprend le même thème, on en a souvent parlé, rappelez-vous. On avait découvert à partir de certains développements, quand on arrivait au terme, que finalement le seul bien nécessaire, le Christ dit que c'est le seul bien nécessaire, c'est cette dimension nouvelle que l'on découvre en soi, Non pas qu'on puisse en donner une technique de découverte, un itinéraire. J'appelle secte, je le répète, non pas ceux qui demandent des sous, parce que alors là, l'Église catholique serait une secte, parce qu'est-ce qu'elle en a demandé des sous pour construire Saint-Pierre à Rome avec les indulgences qu'on monnayait? Non, c'est pas ça, c'est pas l'argent. Je donnerais toute ma fortune si on me le donnait, moi. À n'importe quelle secte, je lui donnerais toute ma fortune si elle me le donnait. Si elle me la donnait, cette dimension nouvelle, cette vraie vie, c'est-à-dire, j'appelle secte simplement ceux qui me proposent une technique pour y parvenir. Alors là, il y a mensonge, ce sont les faux prophètes. La porte étroite à laquelle je suis seul à avoir accès est un don. On l'avait vu, rappelez-vous, je vous avais expliqué 2, 3 paraboles, parabole des serviteurs qui viennent à la vigne. C'est un don. On peut le demander, frapper, et l'on vous ouvrira. Mais je vous ai dit, en attendant, le mieux, c'est de se tenir devant la porte. On sait qu'il y a une porte. C'est déjà énorme de savoir qu'il y a une porte et que mon vrai visage, ma vraie identité, mon vrai moi, m'attend de l'autre côté. Mais il me sera donné. Alors j'accepte de le recevoir, mais c'est un libre don. Je ne sais pas, c'est pas moi qui en décide. Alors je répète, j'appelle secte ceux qui me donnent une technique, qui me font miroiter au terme de je ne sais pas quoi, de n'importe quelle contorsion de l'esprit ou du corps. Par contre, j'appelle religion et je respecte, ou sage, celui qui me dit « Soyez patient, si vous savez l'attendre, vous le recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Mais ça ne dépend pas de vous. C'est ce que dit très bien Marcel Proust, qui n'est pas un mystique, encore une fois. J'aime beaucoup quand des gens qui ne sont pas des spécialistes, pas des mystiques et pas des prédicateurs disent des choses tellement vraies et qui rejoignent ce que devraient dire et qui disent souvent moins bien les prédicateurs. On a frappé à toutes les portes. Vous voyez, il emploie la même image que l'Évangile, que celle que j'avais utilisée, la porte étroite, celle où je suis seul à pouvoir passer. Si elle était plus étroite, ce ne serait plus une porte. Si elle était plus large, s'il y avait 2 qui pouvaient parler, elle ne serait pas étroite. Il n'y a que moi qui peux passer. On a frappé à toutes les portes qui ne donnent sur rien. On a frappé à la porte de l'amour, de l'art, de la célébrité, du bonheur, je ne sais pas quoi. Et la seule par où l'on peut entrer et que l'on aurait pu chercher en vain pendant 100 ans, on y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Mystère. On y heurte sans le savoir et elle s'ouvre. Je ne veux pas épiloguer sur les conséquences de cette nouvelle vie, de ce nouveau monde. Parce qu'évidemment, si je change ma vision, c'est le monde qui change. C'est moi qui le fais mauvais. Mais j'aimerais vous donner un témoignage. J'en avais déjà donné un, rappelez-vous. On avait enregistré ce que disait un médecin, tout simplement, qu'un jour, il avait été précipité par terre, complètement transformé, et qu'il avait découvert tout à coup une chose qu'il ne soupçonnait pas, une dimension intérieure, un rapport à lui, et par conséquent aux autres, tout à fait nouveau. Et rappelez-vous, mais j'en ai un autre, qui est assez extraordinaire aussi. C'est
Et je suis content de savoir que c'est dans un texte qui ne s'inspire pas de traités spécialisés. C'est tout simplement dans le journal de la Migros. La Migros vend beaucoup de choses, mais elle vend un excellent journal. De temps en temps, il y a des articles remarquables. Une histoire d'amour. C'était juste avant Noël de cette année, l'année passée, donc il y a 3 mois. C'est l'histoire, je ne vais pas tout en raconter, mais c'est une jeune femme, une sorte d'Evelyne Meyer, je jure de m'éblouir, elle aussi, je jure de m'éblouir, elle avait les moyens, du reste, ses parents étaient riches, elle avait frappé aussi à toutes les portes, alors la drogue, l'amour, elle était très évoluée de ce point de vue-là, très libérée, et puis un jour, elle a décidé d'en finir, comme Evelyne Meyer, et s'est trouvé un événement tout à fait imprévisible, imprévu, rencontre de quelqu'un, et puis tout à coup, paf, elle a reçu le coup de grâce, c'est le cas de Guy, mais le coup de grâce, le coup de gourdin sur la tête, elle est restée 8 heures, dit-elle, je pense qu'elle n'a pas intérêt à mourir, prostrée, c'est-à-dire pas du tout assommée, mais dans un état de telle extase, émerveillement, mais elle avait besoin de plus rien, elle est restée complètement subjuguée, et elle a repris une vie totalement différente, religieuse, si vous voulez, au sens très large du terme, je sais pas, elle n'est pas affiliée à un ordre. Elle est souvent elle est au Liban avec des religions musulmanes ou chrétiennes. Je ne vous lis pas tout, mais elle a un rayonnement extraordinaire, cette jeune femme. Et voici ce qu'elle dit à la fin du reportage. On lui pose la question. Et si demain on vous emmurait vivante, emmurait, c'est-à-dire comme on faisait au Moyen-Âge, sauf qu'on ne demandait pas tellement la vie, ou bien que les conditionnements sociaux étaient tels que des jeunes filles, surtout jeunes filles, acceptaient cette histoire pour une mystique un peu bizarre, de se faire emmurer dans une église. C'est-à-dire, elles recevaient la communion, la nourriture, puis elles étaient avec l'édifice, on prévoyait une niche où on la murait juste avec l'ouverture. On ne se fait plus ça, vous imaginez, si on faisait des trucs pareils. Et si demain on vous emmurait vivante, je ne sais pas pourquoi le journaliste a posé cette question saugrenue. Ce serait le sommet de la joie, répond-elle. Je vis comme cela depuis 1 an et demi. Au fond de moi, je souhaite ne plus posséder qu'une écuelle et un peu de blé et avoir une petite fenêtre pour faire entrer la nourriture. Comprenez bien, il s'agit de la Formule 1. J'ouvre la parenthèse. Vous êtes, je crois tous, à peu près conducteurs d'automobile, à part quelques nobles exceptions. Mais vous avez assez de compréhension pour savoir que la Formule 1, nous, on se casserait la gueule. Même les compétents qui sont parmi vous, on nous mettrait au volant d'une de ces voitures qui peut faire du 300 à l'heure. Là, on entrerait dans le mur. Il n'y avait pas besoin de spéculer sur l'avenir. Par contre, c'est utile que certains le fassent. Parce que ça a des retombées. C'est-à-dire, on se dit, alors les voitures sont fiables. Il y a quand même quelque chose à en tirer. De la fiabilité du moteur, des pneus, de tout ce qu'on voudra, la tenue de route et tout ça, ça n'est pas sans raison. Alors, c'est un peu la même chose. Ça, c'est de la Formule 1. Si quelqu'un croit que lui, il sera parfait que s'il est emmuré, je dis, vous vous trompez complètement. Non, non. C'est une grâce qui est donnée à certains, Formule 1. Mais il y a des retombées, c'est-à-dire, si un jour ou l'autre, alors je souffre un peu de solitude, parce qu'au départ, on en souffre. Quand on se retrouve seul, la vie des fois fait des cadeaux qui ne sont pas toujours très, très souhaités. Tout récemment, j'ai vu ce qui résulte d'un veuvage. C'est dur, après 30 ans de fusion, et c'est souvent les meilleurs qui partent, enfin, les couples qui sont les plus unis. Enfin, c'était quand même dans les temps, mais peu importe, toujours mais alors ça, c'est la plongée dans... Alors ça, c'est l'emprisonnement dans la solitude, mais la plus saumâtre, la plus insupportable qu'on puisse imaginer. Il est peut-être bon dans ce cas-là de se rappeler la Formule 1, de se dire, mais c'est peut-être pas le mal absolu, puisque certains le désirent. La solitude, alors, plus grande, parce que alors, même une veuve ou un veuf peut encore aller se promener au bord du lac, et puis, je sais pas, aller au cinéma, si c'est une forme de bonheur. C'est bon de savoir que la Formule 1 existe. Alors, elle répète, moi qui humainement suis morte, donc avoir une petite fenêtre pour faire entrer la nourriture, moi qui humainement suis morte, je ne veux plus rien. Je serai en adoration perpétuelle. Telle est ma vision.
Après 40 jours de jeûne, enfermé dans mon ermitage, j'étais la même. Quand on dit oui à Dieu, la solitude n'existe plus. Là, elle appelle Dieu, on aurait pu dire le je, on aurait pu dire l'absolu, c'est pas important. C'est le support, ça revient au même. Alors je voulais quand même pas laisser perdre, là aussi, mettre dans une bouteille à la mer ce petit témoignage qui s'enracine dans pas mal de cours que nous avons faits, qui aboutissent toujours à cette même constatation, c'est que nous sommes en exil de nous-mêmes. Nous sommes, je suis dans un ancien roi, un exilé de moi, dit Paul Valéry, qui est toujours avec ses formules lapidaires à le mot de la fin. Voilà, j'aurais voulu encore dire un mot sur les animaux parce que nous sommes rattrapés par eux, mais nous avons le cours. Vous savez qu'actuellement, il y a toute une série de manifestations. À Genève, les états généraux des animaux, il y a eu un mouvement assez violent, je dis bien violent, en réponse peut-être à la violence dont sont victimes les animaux. J'aimerais préciser une chose. Je suis, comme tout protecteur des animaux, absolument très sensibilisé à la souffrance des animaux. Je ne la supporte pas. Ce qui est différent entre eux et moi, c'est les raisons que j'ai de ne pas supporter cette souffrance. Et je crois mes raisons meilleures que les leurs. Parce que les miennes, c'est peut-être prétentieux, elles sont à l'abri de toute dérive. Parce qu'il pourrait arriver des dérives. On a vu ça dans l'histoire humaine, où l'animal, lorsqu'il n'est plus exactement à sa place conçu, je vous donne juste un petit exemple de bébête, mais d'une revendication animale où on va, c'est des étudiants qui font une action pour qu'on arrête de faire la dissection des grenouilles. Pour finir, on arrivera à supprimer les possibilités de la médecine qui sont légitimes, parce que j'aimerais vous donner une clé d'or. Nous avons des devoirs envers les animaux, mais ils n'ont pas de droits. Ça deviendrait le monde à l'envers s'ils en avaient, parce qu'alors il faudrait en donner depuis le haut de la hiérarchie jusqu'en bas, hein, jusqu'aux punaises et aux rats et aux puces. Et il va leur faire comme les hindous, ne plus écraser un moustique qui me pique, parce qu'alors il est la vie sacrée, et puis alors il paye la facture, parce qu'il y a des millions de morts à cause de ça. Parce que les vaches qui sont sacrées, on ne les traite pas, on n'en fait pas du fromage. C'est-à-dire que nous, on ne sait plus qu'en faire de notre fromage. Ferme la parenthèse. Mais j'aimerais vous donner une clé d'or. On a envers les animaux les mêmes devoirs qu'envers son propre corps. Du reste, ils sont mon corps. Je participe à la nature animale par mon corps. Et je n'ai pas le droit de faire souffrir mon corps inutilement, même si j'accepte de le faire. Je n'ai pas le droit. Pour ça, je parlais tout à l'heure des cinglés qui mettent leur vie en péril. Ils n'ont pas le droit. C'est un manque, c'est une faute. Exactement comme quand on fait souffrir un animal. L'animal dont je participe à la nature animale. Il est le prolongement de mon corps et je dois le respecter. Et si on avait cette règle d'or, je crois qu'alors les problèmes seraient remis à leur place. On verrait quand je peux faire souffrir mon corps, quand il s'agit de mon salut, et quand je n'ai pas le droit. Mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. Je voudrais conclure en vous montrant ce que je vous ai dit au début, c'est que je suis d'autant plus pressé de faire ces bouteilles à la mer parce que la philosophie est devenue folle, absolument folle. Je vais peser mes mots maintenant, parce que j'espère que plus tard, cette bouteille de la mer arrivera chez un philosophe. Mais je veux lui montrer à quel point nous étions préoccupés par cette situation. Saint Paul le dit du reste. Il le dit un jour, les idées deviendront folles, la sagesse humaine deviendra folle, et on leur racontera des fables prurientes horribus, c'est-à-dire uniquement pour chatouiller l'oreille. On n'aura plus du tout la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ringard, ça. Vous en êtes tout. Faux, vrai, ça n'a pas de sens. L'intelligence n'est pas faite pour la vérité. Il s'agit de chatouiller l'oreille. J'aurais pas cru ça, j'aurais pas cru qu'on en arrive à utiliser la philosophie exactement comme la musique, si vous voulez, qu'on désarticule, dont on, de propos délibérés, enlève
un sens à la phrase musicale dont je parlais tout à l'heure, rappelez-vous. Il y a des phrases musicales dont on suit la logique, l'intelligibilité sensible. On voit très bien qu'elle est vraie. C'est ringard. Alors on la désarticule, c'est pas qu'on ne sait plus faire, ça on pourrait encore être compatissant, dire bon, on est devenu un peu bobet, mais non, mais c'est qu'on a toute la science, on aime Mozart et Bach, et même Stravinsky, et même Karl Orff, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres, mais on ne veut plus, ça n'est plus. Alors, en philosophie, même truc, j'aurais jamais cru. Il se trouve que, depuis à peu près une année, j'ai un ami à Genève qui est un professeur, plus de 45 ans, qui a longtemps été professeur de latin et qui a, pour des raisons qui lui sont propres, voulu faire une licence en philosophie, veut faire une licence en philosophie. Si vous voulez penser à lui, ce sera samedi prochain, le 18, qu'il aura le grand examen de 8 heures par écrit, qui est complètement affolé parce que il a fait des études à peu près normales, enfin, où dans les cours de philosophie, on essayait de faire comprendre quelque chose, et est arrivé dans un monde qui a perdu la raison, qui a perdu le sens. Vous me direz, peut-être qu'ils le savent. Non, non, ils le savent. C'est qu'ils le font exprès. Je vais vous donner la lecture d'un texte. Évidemment, il est inintelligible. Mais me direz-vous, parce que j'espère que vous faites les avocats du diable, vous prenez la défense de ceux qui ne sont pas là pour se défendre, dans votre fort intérieur. Vous direz, mais si vous nous donnez la lecture d'un texte d'un scientifique, d'un physicien, qui l'adresse à un autre physicien, on n'y comprendra pas non plus grand-chose. Alors, peut-être que le texte que vous allez nous lire, c'est très facile de prendre quelques phrases et puis de nous les tourner en dérision. Mais peut-être qu'elle a un grand sens pour ceux à qui il est destiné. C'est un livre qu'a écrit, il m'a mis le nom, Kremer Marietti, c'est les racines de la philosophie et de la science moderne. Donc, c'est un livre qu'il doit lire et présenter dans son... Alors, vous me direz, mais c'est trop facile de prendre une phrase comme ça, sortie d'abord de son contexte, et puis de nous l'acheter, et puis évidemment, on va rigoler. Alors, j'ai demandé à ce compagnon, j'ouvre la parenthèse, je veux lui demander de venir, peut-être je lui donnerai les cassettes, mais je veux lui demander quand on verra le problème de l'intelligence, parce que le pauvre, il est sorti de là un petit peu mal en point, parce qu'il n'était pas préparé à ça. Peut-être que... Alors, je reconnais que ce que je fais n'est pas très honnête, hein, parce que je prends une phrase, on pourrait aussi en prendre chez moi, hein, puis faire rigoler les gens. Mais je vous expliquerai après ce que les philosophes, ceux qui écrivent ça, disent, parce qu'il leur a demandé, hein. Je suppose que pour être, l'être doit être autre chose que l'être, sinon il n'est pas. Donc, l'être doit être autre chose que l'être, sinon il n'est pas. Cette vue détournée de l'être me permet d'affirmer qu'il ne peut se définir ailleurs que dans l'altérité. Trop souvent, selon une fatalité de la pensée, ça c'est saint Thomas, Aristote, en désignant l'être, on a désigné par antithèse le néant. Les racines du sophiste replongent dans la pensée sophistique, et non pas tellement pour nous en détourner que pour nous amener à poser les mêmes problèmes qu'elle, c'est-à-dire des problèmes issus de la fécondité périodique présocratique. Enfin, je ne continue pas parce que ça c'est trop facile. Mais cet ami a été chez un professeur de l'université avec lequel il fait sa thèse du reste, qui n'est pas celui qui a écrit ce texte, qui a écrit d'autres livres, que j'ai connu quand il était encore assistant à l'université de Lausanne, mais il y a 30 ans de ça. Et alors, il est devenu un professeur très respecté du reste. Et comment? Ce sont des pontes. On dépend d'eux, vous comprenez, pour son papier. Papier, c'est un gagne-pain. Alors, il a été le voir, enfin, il lui a parlé. Ils sont devenus, pas amis, mais un peu confidentiels. Alors, il lui a dit, mais... dans le livre qu'il avait, lui, écrit, il a dit, mais là, vous savez, là, je ne comprends pas du tout. Alors il a dit, moi non plus. Il a dit, moi non plus. Mais je suis obligé. Sinon, ça ne fait pas sérieux. Alors il lui a dit, il l'a dit en confidence, il y a un tiers de mon livre qui n'a pas de sens, mais je suis obligé et les autres font la même chose. Alors j'ai dit, on est mal parti. Alors si c'est comme ça, il faut arrêter tout de suite. Je dis, mais de quoi? De qui vous moquez-vous? Mais comment est-ce que vous voulez que le gars passe son examen? Je lui ai dit, alors faites la même chose. Je l'ai dit à ce gars, à ce monsieur, à cet ami.
J'ai dit, mais écoutez, faites la même chose. Vous écrivez des trucs, on ne pourra pas on pourra rien foutre. Vous dites, écoutez, vous n'y comprenez rien, ce que j'ai mis. Mais lui, il va essayer parce qu'il me demande des explications. Il est venu chez moi, enfin, on a travaillé un peu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, avec mon thomisme de gros grains de ménage, avec mon pain de ménage, lui, il mange des tarabiscotés. Je ne peux pas. Je lui explique des choses. Mais je crois que je lui trouble l'esprit parce que, pour finir, j'ai arrêté. J'ai dit, non, moi, je ne crois pas qu'il faut que je continue de vous expliquer parce que ça ne va pas aller. Vous allez arriver complètement schizophrène, hein, parce que vous aurez... Alors, allez-y. Imprégnez-vous de ce discours et puis vous essayez de faire la même chose. Par exemple, il doit étudier Hume. Alors, il y a un spécialiste de Hume. Moi, j'aime beaucoup, il y a une scène où il y a Coluche qui est sur la scène et puis il dit, il y a des gens qui se permettent de penser. Alors, il dit, je ne sais pas imiter, mais c'est très drôle parce que, il dit, oui, ils se permettent de penser. Nous permettons de penser. Alors, il les gorille. Mais il y a des gens qui ont le spécialiste de Hume, il est dépositaire de Hume, donc un philosophe anglais d'il y a 2 siècles, et lui c'est l'exégète autorisé. Je suis persuadé qu'il n'y comprend rien, mais personne n'ose. Alors on dit, mais il y a le spécialiste de Hume, et moi je serais interrogé sur Hume. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et le type, il gagne sa vie, je pense, quand il est dans l'avion, il dit, moi je suis le spécialiste de Hume, quand il va à la boulangerie, moi je suis... Il ne le dit pas, mais c'est sa raison d'être. Le type, il a acquis cette notoriété que personne ne lui conteste, on se dit, heureusement pour lui, tant mieux que ce soit pour lui qu'il soit le spécialiste de Hume. Mais on est devenu fou. Alors je me dis, mais le poisson pourri par la tête, si la philosophie, qui est modératrice, pas seulement au sens de modération, mais elle est la régulatrice d'une société, c'est la tête. Si elle a perdu le sens, comme dit saint Paul du reste, ils perdront le sens. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont perdu le sens. Jusqu'à il y a 30 ans, on disait quelque chose, encore avec Sartre, bien sûr. Sartre, c'est presque de la bande dessinée par rapport à ce qu'on dit là. Sartre était tout à fait intelligible, seulement c'est ringard, c'est intelligible. Vous imaginez, c'est comme si on faisait de la peinture figurative aujourd'hui. Alors ça m'a inquiété un tout petit peu. Alors je me suis dit, ben, je voulais vous montrer un peu... Ah oui, j'ai encore le temps, excusez-moi, mais je pourrais quand même situer 2-3 choses. On va quand même remettre l'église au milieu du village, parce que sinon on va aller alors directement dans le mur. Bien sûr que, comme l'a fait remarquer un des compagnons tout à l'heure, ça peut être une mauvaise passe. Moi, je ne le pense pas. Moi, je pense que on ne peut pas revenir en arrière. Il ne va pas y avoir peu à peu une remise en place progressive, comme les choses se sont dégradées progressivement, les choses vont se remettre en place progressivement, et tout à coup on dira, bon, regardez voir ce qu'on a fait pendant... Non, je pense qu'il y a quelque chose d'irréversible. Il y a une folie, un peu comme l'Empire romain dans la décadence, il n'est pas revenu en arrière, les choses ne sont pas remises en place, il y a eu un bouleversement épouvantable, ils se sont fait envahir par les barbares, qui se sont trouvés plus forts qu'eux, alors Dieu sait s'ils étaient plus civilisés, ne seront pas envahis. Mais je pense qu'économiquement, oui. Ça, je ne vais pas développer, je vais fermer là. Mais je vais vous montrer 2 choses. 3 choses, mais ce sera rapide. Finalement, c'est quoi la philosophie? C'est la seule qui peut parler de l'animal, par exemple. La science ne peut rien en dire. La religion n'en dit rien. La religion ne dit rien sur l'animal. La science, voici ce qu'elle en dit. Il y a un article qui est apparu à partir d'une émission de télévision sur la condition animale. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire parce que 24 siècles après la philosophie, la science découvre le fil à couper le beurre, l'eau chaude. Elle découvre que l'animal ne comprend pas ce qu'il fait. On aurait pu vous le dire avant, mais la science, vous vous rappelez cette image, les scientifiques, ils grimpent une montagne avec des efforts extraordinaires et puis un art de la grimpette. Ils arrivent au sommet et puis il y a les théologiens ou les philosophes qui sont là en train de pique-niquer, à rigoler, de dire « Ah, vous voilà, vous avez fait du temps, vous attendez. » Ils croyaient être seuls sur la montagne. C'est exactement ce qui est arrivé là, parce que c'est assez rigolo. Donc on a fait des expériences avec des caméras, on a mis, ça s'est fait en Suisse, du reste c'est un grand zoologue qui s'appelle Kummer, et il a mis des repères, on a fait comme quand on fait de la recherche archéologique, on fait un quadrillage de là, voir où les animaux allaient de préférence, ça, et puis on a mis des caméras, et puis surtout on a fait une expérience extraordinaire, mais extraordinaire. C'est vraiment, ils ont inventé l'eau chaude.
Il y a une grille, mais en dessous, on peut passer les mains, parce que c'est pour les animaux supérieurs qu'on a fait ces expériences, pas avec les vaches et les veaux et les cochons couvés. On a fait ça avec nos cousins, les singes anthropomorphiques. Alors on a mis des bananes, mais juste hors d'atteinte du bras. Et puis on a mis un bâton devant chaque banane. Et on a mis un court bâton et un long bâton. Le court bâton n'arrive pas à la banane, le long bâton arrive. Rien à faire. Vous pouvez faire ça tant que vous voulez. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il faut prendre le long plutôt que le court. Ils prennent de temps en temps, ils tombent dessus, mais en faisant n'importe quoi comme ça. Alors, c'est pas moi, hein. C'est eux. Kummer a également fait passer des tests d'intelligence à des singes. Un macaque est par exemple capable de se servir d'un morceau de bois pour attraper une pomme. C'est déjà pas mal, hein. En revanche, si on lui propose 2 bâtons, un long et un court, il n'aura pas recours à l'objet le plus utile pour saisir le fruit. Kummer en conclut, c'est intelligence, monsieur. Ce singe est capable d'assimiler le mécanique d'un procédé, mais il ne le comprend pas. Mais il y a longtemps qu'on savait qu'il ne le comprenait pas. Mais ça ne fait rien. Bon, laissons-les, puisqu'ils sont rassurés par les caméras, ils ont des statistiques, ils ont des trucs minutés, ils ont des montres. Bon, ils y arriveront. Mais le philosophe, il y a longtemps qu'il avait compris que l'animal ne comprend pas, tout simplement parce qu'il n'enseigne pas. Tout simplement, c'était simple. Bon. L'embêtant, maintenant, c'est que la philosophie n'a plus rien à dire. Ce n'est pas elle qui va trancher le débat sur la condition animale, qui maintenant est une parmi d'autres menaces, qui menace notre civilisation, si curieux que ça puisse paraître. Il n'y a pas seulement les revendications des religions horriblement inhumaines que vous connaissez, l'intégrisme sous toutes ses formes, pas seulement musulmans, il y en a d'autres, mais il y a aussi, tout est en l'air. C'est la philosophie qui aurait pu le faire, mais elle ne le fera pas, puisqu'on est en train de dire n'importe quoi. Un philosophe, mais considéré comme dénaturé s'il prononçait une phrase intelligible, hein. C'est quand même grave, ça. Alors, je vais quand même vous expliquer ce que c'est que la philosophie. Elle a 3 propriétés. Quand je dis propriété, je ne veux pas dire des qualités. La propriété, c'est ce qui est propre à une chose. C'est bel et bien une qualité, mais qui découle de l'essence, dans le sens que si on retrouve cette propriété chez une autre, alors ce n'est pas une propriété, c'est une qualité. Par exemple, on dit que le propre de l'homme, c'est le rire, ce qui nous distingue de l'animal, justement. Le rire est le propre de l'homme, c'est une propriété, parce qu'il n'y a que lui le seul animal qui rit. Alors, il y a 3 propriétés de la philosophie. La première, c'est Aristote qui l'avait découverte, il y a longtemps, 24 siècles. Il disait, la philosophie... Non, les sciences, à l'époque c'était surtout la philosophie, mais il y en avait d'autres, il y avait la mathématique, il y avait la géométrie. Il disait, il y a des sciences utiles et il y a des sciences inutiles, qui ne servent à rien. La philosophie a le privilège royal de faire partie des sciences inutiles qui ne servent à rien. Il faut d'abord mettre ça. Ça ne sert à rien. Mais attention, elle est d'autre part nécessaire et hégémonique, c'est-à-dire qu'elle mène le monde. Elle est nécessaire parce qu'elle ne sert à rien. Bon, ce n'est pas contradictoire. Nous, on a l'impression qu'une chose qui ne sert à rien, il ne faut pas la faire. Vous dites, alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ce que vous faites? Je dis, l'amitié, elle sert à quoi? L'amitié, elle ne sert à rien. Si l'amitié était utile, ce ne serait plus de l'amitié, justement. Vous n'allez pas me dire que vous pouvez vous en passer. C'est la seule chose dont on ne peut pas se passer. Déjà, dans le berceau, j'ai besoin de l'amitié maternelle, de l'amour maternel. Et pourtant, ça ne sert à rien. Alors, je vais vite vous montrer que c'est peut-être parce qu'elle ne sert à rien qu'on la méprise. Alors, ceux qui la font n'y croient plus. Alors, puisqu'ils n'y croient plus, ils écrivent n'importe quoi. Des livres qui n'ont rigoureusement pas de sens, seulement qu'ils les situent au-dessus des mortels. Ils restent avec leur statut de spécialiste de Hume. Ça fait bien rire, ça. Mais je vais vous montrer pourquoi. Il y a une raison pour laquelle une chose utile est nécessaire. D'abord, voyons qu'une chose utile, la philosophie, elle n'est pas utile, elle est inutile. C'est pour ça qu'elle est bonne, parce qu'une chose utile est méprisable. On pourrait du reste faire, si on avait le temps, un tableau comparatif entre les animaux utiles et les animaux inutiles. On verrait que tous les animaux utiles sont méprisables. On ne peut pas les mettre sur des drapeaux, dans des armoiries. On ne peut pas, le cochon, la poule. Par rapport aux animaux apparemment inutiles, sont nobles.
Le coq qui ne fait pas d'œuf, lui, alors il est utile, évidemment. Mais ça ne se voit pas, ce n'est pas spectaculaire. Le mouton, tout ça, tout ce qui est utile, même chez les chevaux, le cheval qui est d'équitation, lui, il est inutile. C'est pour le plaisir. Tandis que le gros percheron qui tire la charrue, celui-là, il est méprisable. On pourrait passer en revue tous les animaux, mais alors on pourrait poser la question, mais pourquoi ce qui est utile est méprisable? Je ne dis pas que ce qui est inutile est toujours bon, mais c'est la condition sine qua non. On ne peut pas aimer une chose utile. Impossible. L'argent, il est utile. Dieu sait si on a du mépris pour l'argent. Qui c'est qui peut s'en passer? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'une chose utile, c'est une chose qui renvoie à une autre. C'est une chose dont la bonté est relationnelle. C'est-à-dire, une chose utile, par définition, n'a pas de bonté en elle-même. Elle n'a de bonté que pour ce à quoi elle sert, par définition. La brosse à dents n'est aimée que pour autant qu'elle me fasse des dents blanches. Ce que j'aime, c'est la blancheur des dents, c'est pas la brosse à dents. Mais la brosse à dents, sitôt qu'elle ne fait plus les dents blanches, je la jette, à moins que, et ça existe alors, qu'il y ait un aspect non utile, qu'elle soit en or ou en argent, ou bien qu'elle soit très belle, je sais pas, il peut y avoir des objets utilitaires qui sont très beaux, alors je les aime pour leur beauté. De même, il y a des animaux très beaux qui sont utiles, mais ils sont émouvants, ils sont beaux. Si vous prenez le lion, si vous prenez l'aigle, tous animaux apparemment inutiles, ils sont vénérés. On peut les mettre sur des armoiries. Alors, premier caractéristique de la philosophie, c'est la seule qui revendique d'être inutile. Toutes les autres, à un certain point de vue, pourraient être méprisées. Et on ne s'en fait pas faute. À moins qu'on considère que les maths supérieures sont inutiles. C'est une sorte de philosophie, alors. Un jeu de l'esprit. Sitôt que c'est ludique, c'est inutile. Première chose, on est arrivé aujourd'hui à mépriser une chose parce qu'elle est inutile. C'est le contraire quand on y réfléchit. C'est quand une chose, on pourrait, j'en ai des pages et des pages, non, je suis un peu pressé, mais pour vous montrer à quel point c'est vrai que nous ne supportons pas l'inutile, l'utile. Encore une chose, c'est la raison pour laquelle l'Évangile nous dit « vous êtes des serviteurs inutiles ». C'est la raison pour laquelle Baudelaire, qui ne se réclame pas de l'Évangile, disait « le fait de vouloir être utile m'a toujours paru quelque chose de hideux ». Et on s'obstine, il y a des gens qui se désespèrent et disent « je ne sers à rien ». Combien on voit des jeunes qui disent « moi je suis inutile, je ne sers à rien, pourquoi je vivrais ?» On dit « mais écoute, c'est parce que tu ne sers à rien que ça a de la valeur. Si tu étais utile, ce serait méprisable. Il faudrait commencer à remettre les choses dans le bon sens. On est dans une société de l'utile, c'est pour ça qu'on désespère. On n'a que de l'utile. Alors qu'on en vienne à désirer être utile, mais c'est l'abomination de l'abomination. On devrait au contraire revendiquer le fait d'être inutile. J'ai des textes justement d'une admirable profondeur sur l'inutilité, c'est-à-dire sur le fait de ne pas avoir besoin d'être utile. Être assez sage pour accepter et sans regret que la vie n'est pas le moindre objectif ni la moindre utilité, ne vise aucune conquête, n'espère aucun prix, n'aspire à nulle victoire. C'est la parfaite solution au problème de la vie. C'est de Alberto Savigno, le frère de Chirico. J'en ai beaucoup comme ça, qui montrent qu'il faudrait ambitionner de pouvoir se débarrasser de ce justificatif imbécile et dégradant de l'utilité. Moi, je sers à quelque chose. Je suis quand même utile. C'est dur, ça c'est le renoncement majeur. C'est là qu'on passe du village vers la forêt. Quand vous avez assumé votre inutilité, alors vous êtes dans la forêt. Et vous deviendrez quelque chose d'extrêmement attirant. Une sorte de lumière. Ça diffusera de vous. Parce que vous n'aurez plus besoin d'être utile. Du reste, nous méprisons quelqu'un d'utile, qui a besoin de se sentir utile, puisque justement, il n'a pas de bonté en lui-même, il n'a de bonté que relationnelle. Supprimer la relation, il n'existe plus. Il y a encore deux propriétés de la philosophie. C'est qu'alors, d'autre part, elle est nécessaire et elle est hégémonique. Je laisse tomber nécessaire, ça je crois que vous pouvez le comprendre vous-même, l'amitié est nécessaire pour autant qu'elle soit inutile. Si une amitié est utile, utilitaire, elle n'est plus de l'amitié justement.
elle se détruit elle-même. La philosophie aussi. Si elle est utile, ça n'est plus de la philosophie, c'est plus de la spéculation, cet art de contempler la vérité. Pourquoi? Pour rien, pour le plaisir de comprendre, même si on comprend qu'on ne comprend pas, c'est déjà pas mal. De comprendre qu'on ne comprend pas, c'est déjà une sorte de libération, une gratuité. Mais j'aimerais vite vous montrer, ce sera la dernière chose, rassurez-vous, l'importance, l'hégémonie de la philosophie. On avait déjà entrevu ça. Le cosmos, on va faire une comparaison. Le cosmos, il est composé de la lithosphère, qui veut dire la couche terrestre. Lithos, c'est la Terre. Ensuite, il y a la biosphère, c'est tout ce qui est vivant, les plantes, les animaux. Et ensuite, nous aussi, la biosphère. Ensuite, l'atmosphère. Ensuite, il y a plus haut que l'atmosphère, mais je ne me rappelle plus le nom, peu importe, la stratosphère, oui, stratosphère, tout en haut. Et puis, il y a la ionosphère. Ionosphère. On l'a découverte tout à fait par hasard au siècle passé. On a découvert que des ondes radio qui normalement devaient se propager en ligne droite, ils retombaient, on les retrouvait sur la planète, à l'autre bout de la planète, on s'est dit, il faut croire que ça va buter sur quelque chose, parce qu'on ne la voit pas, la ionosphère. Ce qu'on sait alors, par contre, c'est que le Soleil, il a de temps en temps des humeurs, appelons-le la vérité, le Soleil, la lumière, et qu'elle déséquilibre un tout petit peu la ionosphère, c'est-à-dire c'est une couronne de ions électriques, positifs ou négatifs, qui nous protège des rayons mortels du Soleil avant l'atmosphère, parce qu'il y en a de bien pire, et puis qui, lorsqu'il y a une petite modification à cause d'une éruption solaire, a alors des influences sur l'atmosphère et peut provoquer des orages ou des sécheresses. On le sait que à partir d'une éruption solaire importante, quelques années après, la ionosphère étant déséquilibrée, chargée positivement ou négativement de ions, on a des périodes alors de sécheresse ou des cataclysmes, des orages, bon, qui peuvent apporter la mort ou la vie, évidemment. Ici, c'est la vie ou la mort. Même chose en philosophie. Il y a la biosphère, c'est-à-dire les humains, l'humanité, qui vit dans une atmosphère qu'on appelle les idéologies. Les idéologies, on ne se rend pas compte qu'on respire, qu'on a des tonnes d'air en dessus de nous, et puis que si cet air disparaissait, on éclaterait comme une bombe, parce qu'on est pressé de partout. C'est formidable, mais on n'y pense pas, vous n'y avez pas pensé depuis ce matin. Vous ne savez pas non plus que vous respirez une idéologie respectueuse des droits de l'homme, pour le moment. Hein. Elle n'a pas toujours été, et puis enfin elle est respirable. Comme ici, c'est respirable, à peu près, à la liberté. Il faut toujours faire attention, parce qu'il peut y avoir des déséquilibres. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces idéologies, lesquelles peuvent être mortelles ou vivantes, heureusement, nous sommes dans ça peut être la mort ou la vie. Nous sommes dans une idéologie qui vient de très loin, du reste. Elle vient des Grecs, la démocratie grecque. Il y a eu des soubresauts, il y a eu des orages, hein. Il y a eu des idéologies mortifères. Hitler et compagnie, et puis Staline, c'était des idéologies, des millions sont morts, hein, et heureusement qu'elles sont disparues. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles sont déterminées par les idées pures, que j'appellerais l'idéosphère. C'est un mot de mon invention, mais pour faire le répondant de la ionosphère, il y a l'idéosphère. L'idéosphère, très peu y ont accès. Heureusement, du reste, parce que si tout le monde allait boutiquer là-dedans, Dieu sait ce qui arriverait. C'est des idées purement abstraites, mais qui n'ont rien à voir avec les idéologies. Elles ne disent pas qu'il faut faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. L'exemple, je vous l'avais donné une fois, peut-être que vous avez oublié, m'énerve quand j'ai besoin d'un mot qui ne vient pas. Un philosophe dont je retrouverai le nom dans 2 minutes, après Kant, qui avait dit « L'identité, c'est l'identité et de la non-identité ». Là aussi, on pourrait dire, il se moque un peu de nous. En fait, ça a un sens, hein. On peut la traduire, rassurez-vous. Mais ça n'a pas l'air dangereux, ça, hein, de dire l'identité, c'est Hegel, Friedrich Hegel, donc, début du siècle passé. L'identité, c'est l'identité et de la non-identité, pour essayer de comprendre le mouvement.
Aristote n'avait pas dit ça. Il avait dit l'identité, c'est l'identité. Une chose est ce qu'elle est. Mais lui disait non, une chose, elle est l'identification de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Il avait introduit le négatif dans le positif. Il est mort tranquille, on n'a pas. Il avait 2-3 personnes à sa mort, on n'a pas pensé qu'il bouleversait l'univers. Ouais. Un siècle après, il n'y aurait pas eu l'idéologie marxiste, donc des millions de morts n'auraient pas été victimes de cette idéologie. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'idéologie marxiste si on ne comprend pas la formule qu'elle est en dépendance de la formule de Hegel, qui n'était pas marxiste. Parce qu'en fait, c'est l'application à la société. Une société, elle est elle aussi perpétuellement en dialectique entre le positif et le négatif, c'est-à-dire qu'il faut la révolution permanente. Ça fait des milliers de morts en Chine. Heureusement que les Russes ont arrêté avant. C'est pour ça que les Chinois et les Russes étaient comme des chiens de faïence, parce que c'était des frères ennemis. Les Russes avaient arrêté, ils avaient fait la coexistence pacifique, qui du point de vue marxiste est une aberration. C'est comme si j'avais fait un christianisme sans le Christ. On a dit, vous êtes complètement fou. Coexistence pacifique, ça n'a pas de sens. Parce que dans l'idéologie marxiste, le négatif fait partie du positif. Donc il faut introduire la mort, la guerre, la destruction perpétuelle pour que sans arrêt, le mieux arrive. Le fruit, il n'est possible que si la fleur meurt. Ça vient d'une formule purement philosophique qui n'avait rien à voir. Je ne savais pas du tout que ça passerait dans le... Voilà, c'est ça la philosophie. Il ne faut pas toucher. Il faut surtout que ces idées ne s'affolent pas. Nous sommes les gardiens, les philosophes sont les gardiens des idées, gardiens de l'être, et non pas des charlatans qui disent n'importe quoi de propos délibérés pour avoir leur statut de philosophe. Ça, c'est très grave. La philosophie est devenue folle. J'espère ne pas être le dernier des Mohicans qui enseigne encore quelque chose d'à peu près intelligible, encore que des fois je suis pressé par le temps. Je me rends compte, quand je l'écoute, je dis les pauvres élèves, les pauvres auditeurs, qu'est-ce que je les ai martyrisés. Enfin, pardonnez-moi, mais je vous assure que de plus en plus, je suis convaincu, je ne dis pas ça pour me donner une justification, j'en ai pas besoin, je l'espère, mais je suis convaincu que nous sommes convoqués à une œuvre qui nous dépasse. Je ne sais absolument rien de ce qui va en suivre, je n'ai pas à le savoir, du reste ça ne me regarde pas. Mais je pense que nous sommes associés pour une œuvre plus grande que nous, qui nous dépasse, et que nous ferons le moins mal possible, vous par la patience admirable que vous avez, et puis moi par cette sorte d'impatience qui fait que je mutile mes sujets et que je devrais prendre plus en repos. Mais enfin, Dieu nous sera, j'espère, miséricordieux.